Et si vous fermiez les yeux ce soir et les rouvriez à l'heure la plus sombre de l'humanité, seulement pour découvrir quelque chose d'extraordinaire sur l'esprit humain qui pourrait changer à jamais la façon dont vous voyez vos propres défis? Imaginez, si vous le pouvez, le confort de votre lit douillet, sentant la douce chaleur des couvertures, sachant qu'au lever du jour, vous aurez de l'eau fraîche d'un simple geste du robinet, de la nourriture dans votre cuisine et des médicaments, si besoin est. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, vous vous réveilliez au son des cloches de l'église, non pas pour célébrer, mais pour les morts? Et si vous ouvriez les yeux pour vous retrouver en l'an 1351, au cœur même de ce que les historiens appelleraient au plus tard la plus grande catastrophe de l'humanité? Cher auditeur, tandis que vous vous reposez dans votre coin douillet du présent, laissez-moi vous emmener dans un voyage paisible vers une époque où simplement survivre un jour de plus était la plus grande victoire de l'humanité. Ce soir, nous explorerons ensemble ce que signifierait vraiment vivre à travers l'année qui a tout changé, et découvrir pourquoi la résilience, la créativité et la compassion qui ont émergé de l'heure la plus sombre de l'humanité contiennent des leçons profondes pour naviguer dans l'incertitude de nos propres vies. Imaginez-vous vous réveillant dans un petit village quelque part en Europe médiévale. L'année est 1351 et à l'extérieur de votre humble demeure, le monde se transforme de manière qui redessinerait la civilisation à jamais. Ceci n'est pas simplement une année de plus dans l'histoire, mon ami. C'est l'année où environ un tiers de la population européenne périrait d'une maladie si dévastatrice que les survivants passeraient des générations à essayer de comprendre ce qui leur était arrivé. Mais ici, en ce moment tranquille avant de sortir, réconfortons-nous en comprenant que chaque personne qui a vécu en ces temps les plus sombres possédait quelque chose de remarquable, quelque chose qui vit encore en vous aujourd'hui. Il possédait un esprit humain inébranlable, une résilience qui ne mènerait finalement pas à la destruction de l'humanité, mais à sa renaissance. Intro end. Intro end. Même en 1351, même au plus fort de la catastrophe, les gens ont trouvé des moyens d'aimer, d'espérer, de prendre soin les uns des autres avec une tendresse qui ferait pleurer les anges. Imaginez les doux sons de votre matin médiéval. Il y a peut-être le léger tambourinement de la pluie contre les volets, le meuglement lointain du bétail, si votre village a la chance d'en avoir encore, ou les prières chuchotées d'un voisin commençant sa journée. En ce moment, avant que le poids total de vos circonstances ne s'installe sur vous, il y a quelque chose de presque paisible dans cette époque plus simple. Pas de circulation agitée, pas de bourdonnement électronique, juste le rythme intemporel de la vie humaine qui continue contre toute attente. Votre demeure est modeste, mais solide, construite par des mains qui comprenaient l'art de créer un abri avec les matériaux que la terre offrait. Les murs de pierre gardent le froid hivernal à l'extérieur, bien qu'ils retiennent aussi l'humidité qui semble s'accrocher à tout en cette époque. La faible odeur de fumée de bois du feu de la nuit précédente flotte encore dans l'air, se mêlant à l'odeur terreuse du lit de paille et à l'arôme subtil des herbes suspendues en faisceaux aux poutres. Ces herbes ne sont pas seulement pour cuisiner, chers voyageurs. Dans un monde où la connaissance médicale est limitée et où les médecins sont rares, ces plantes simples représentent l'espoir, la guérison et la sagesse accumulée de générations qui ont appris à trouver des remèdes dans la pharmacie de la nature. Assis au bord de votre lit simple, sentant la texture rugueuse des couvertures de laine sous vos doigts, vous pouvez remarquer combien le monde semble silencieux comparé aux villages médiévaux animés que vous auriez pu imaginer. Ce silence n'est pas paisible cependant. C'est le silence de l'absence, de maisons vides où les familles ont autrefois ri, disputé et rêvé. La grande pandémie a déjà balayé une grande partie de l'Europe comme une marée sombre, laissant derrière elle des communautés qui ne sont que l'ombre d'elles-mêmes. Pourtant, même dans ce monde diminué, la vie persiste avec une beauté obstinée qui vous ferait monter les larmes aux yeux. Imaginez, si vous le pouvez, un moment de tendresse parfaite. Une jeune mère assise près de la fenêtre de sa cabane, la lumière du soleil réchauffant son visage tandis qu'elle berce son bébé pour l'endormir, sa voix douce comme la soie tissant la même ancienne berceuse que sa grand-mère lui chantait autrefois. Quelque part dans le village, vous pouvez entendre cette voix douce portée par l'air du soir, une mélodie transmise à travers les générations comme un fil d'or reliant passé et futur. Vous pouvez saisir le son de quelqu'un s'occupant des animaux avec le genre de soin tendre qui parle du profond besoin humain de nourrir la vie, même quand la mort semble rôder à chaque coin. Les gens de 1351 n'avaient pas le luxe du désespoir, cher auditeur. La survie exigeait de l'action, de la communauté et une capacité presque surnaturelle à trouver des moments de joie au milieu de difficultés inimaginables. Imaginez, si vous le pouvez, une mère découvrant que la fièvre de son enfant malade a enfin cédé. Imaginez les larmes de soulagement coulant sur ce visage vieilli, tandis qu'elle sent ce précieux front frais.
Ils célébraient les petites victoires avec l'intensité de gens qui comprenaient que le bonheur pouvait être fugace, mais n'était jamais immérité. Une récolte réussie, le premier rire d'un bébé, la guérison d'un voisin malade, n'étaient pas seulement des moments agréables. C'étaient des affirmations miraculeuses que la vie, d'une manière ou d'une autre, valait encore la peine d'être vécue. Dans ce monde, les relations portaient un poids et une douceur difficiles à comprendre aujourd'hui. Imaginez le rituel tendre d'un couple médiéval partageant son repas du soir à la lueur des bougies. Non pas parce que c'était romantique, mais parce que chaque moment partagé était devenu sacré. Quand vous pourriez perdre quelqu'un sans avertissement, chaque conversation devenait précieuse, chaque repas partagé un cadeau, chaque moment de rire une petite rébellion contre l'obscurité qui menaçait de tout consumer. Quand on pouvait perdre quelqu'un sans prévenir, chaque conversation devenait précieuse, chaque repas partagé un cadeau, chaque moment de rire une petite rébellion contre les ténèbres qui menaçaient de tout consumer. Les gens se tenaient la main non seulement par affection, mais par défi face aux forces qui les sépareraient à jamais. Le savoir-faire de ces gens vous émerveillerait par sa sagesse pratique. Ils savaient lire le ciel comme un livre ouvert, prédisant les changements météorologiques qui faisaient la différence entre la vie et la mort. Ils pouvaient transformer de simples grains en pain pour nourrir des familles entières, conserver la viande sans réfrigération, et créer de la chaleur à partir de rien de plus que du bois et de la pierre. Ils connaissaient les vertus curatives de plantes que nous regardons aujourd'hui comme de vulgaires mauvaises herbes, et possédaient une connaissance instinctive de l'art de vivre en harmonie avec la nature qui les nourrissait. Les enfants de 1351 grandissaient vite, mais ils grandissaient aussi entourés d'un amour si touchant qu'il vous briserait le cœur. Chaque enfant qui survivait était considéré comme un cadeau, une promesse que l'avenir continuerait malgré tout ce qui menaçait de l'arrêter. Ces enfants apprenaient tôt à trouver l'émerveillement dans les choses simples, à apprécier le goût du pain frais, la chaleur du soleil sur leur visage, le réconfort d'appartenir à une communauté qui les protégerait avec une dévotion féroce. La vie spirituelle des gens de cette époque brûlait d'une intensité à la fois belle et déchirante. Imaginez, si vous le voulez, une petite chapelle de pierre au crépuscule, la douce lueur des bougies dansant contre les murs anciens, tandis que des voix s'unissent dans une prière muette, pas les grands services de cathédrale en temps de paix, mais des rassemblements intimes d'âmes cherchant du réconfort dans la présence les unes des autres. Quand les certitudes terrestres s'effondraient, la foi devenait un refuge et une source de force qui soutenait des communautés entières. Les églises n'étaient pas que des bâtiments, c'étaient des lieux de rassemblement où les gens venaient partager leurs peurs, leurs espoirs et leurs croyances inébranlables qu'au-delà de toute compréhension, tout finirait finalement par aller bien. Alors que vous vous apprêtez à sortir de votre demeure médiévale et à vraiment commencer ce voyage à travers l'année la plus sombre de l'humanité, n'oubliez pas que vous n'explorez pas seulement l'histoire. Vous découvrez les profondeurs incroyables de la résilience humaine, de la compassion et de l'espoir qui émergent quand tout semble perdu. Les gens de 1351 ont fait face à des défis qui mettraient à l'épreuve chaque fibre de l'endurance humaine, mais ils ont aussi découvert des forces qu'ils ne savaient pas posséder. Mais avant d'explorer ce qui vous attend à l'extérieur de votre demeure médiévale, avant de nous aventurer dans les rues de 1351 et de témoigner à la fois du chagrin et du courage remarquables qui ont défini cette année pivot dans l'histoire humaine, nous devons nous préparer pour un voyage qui remettra en question tout ce que nous pensons savoir sur la survie, la communauté et l'incroyable capacité de l'esprit humain à non seulement endurer, mais à créer de la beauté même au milieu des ténèbres. Voici le premier épisode de notre douce exploration en 12 parties de l'année la plus transformatrice de l'humanité. Dans les chapitres à venir, nous découvrirons ensemble comment des personnes ordinaires ont accompli des choses extraordinaires, comment les communautés ont trouvé des moyens de prendre soin les unes des autres quand les systèmes traditionnels ont échoué, et comment l'année la plus sombre de l'histoire humaine est finalement devenue le fondement d'une renaissance qui changerait le monde à jamais. Dormez paisiblement ce soir, chers auditeurs, en sachant que la même force qui a porté l'humanité à travers 1351 coule aussi dans vos veines. Mais maintenant, plongeons plus profondément dans ce monde et découvrons ce qu'était vraiment le quotidien de ceux qui vivaient en 1351. Votre première sensation n'est pas la vue, mais l'odeur. Le parfum terreux et humide de la paille se mêle à la légère trace de fumée de bois qui semble s'accrocher à tout dans ce monde. Alors que vos yeux s'habituent à la pénombre intérieure, vous réalisez que vous reposez sur ce qu'on peut généreusement appeler un lit, un simple cadre de bois garni de paille, recouvert d'une couverture de laine rugueuse qui gratte votre peau. Le matelas sous vous crépite doucement à chaque mouvement. Un rappel constant que le confort, tel que vous le connaissiez, est devenu un souvenir lointain. Imaginez, si vous le voulez, le bruissement léger du foin séché sous vous, tandis que vous vous retournez, cherchant une position qui n'endolorise pas vos os.
Ce lit de paille, aussi humble soit-il, représente le luxe pour beaucoup dans ce monde médiéval. Imaginez-vous vous enfoncer légèrement dans ce matelas de fortune, sentant la texture inégale à travers le fin tissu qui vous sépare des tiges sèches en dessous. L'odeur terreuse vous enveloppe comme un parfum naturel, vous ancrant dans cette réalité d'autrefois où même le confort le plus simple exigeait une préparation minutieuse et des ressources précieuses. La pièce autour de vous raconte sa propre histoire de survie et d'adaptation. Des murs de pierre, épais et solides, s'élèvent autour de vous, leur surface rugueuse et inégale là où des mains habiles ont façonné chaque bloc. Ces murs, chers voyageurs, ne sont pas simplement décoratifs, ils sont votre forteresse contre les réalités impitoyables de la vie médiévale. Passez vos doigts le long de leur surface fraîche, et sentez l'humidité légère qui semble suinter à travers même les murs les plus épais. Cette humidité, omniprésente à cette époque, créait une bataille constante entre la chaleur et le froid implacable qui cherchait à conquérir chaque recoin de l'habitat humain. Près d'un mur, un petit foyer a été soigneusement construit, ses pierres noircies par d'innombrables feux. Le foyer représente plus que de la chaleur, il incarne l'essence même de la survie à cette époque. Imaginez les flammes vacillantes qui danseraient ici chaque soir, projetant des ombres qui dansaient sur les murs de pierre comme des esprits anciens. Le foyer, avec son cercle de pierre soigneusement agencé, témoigne de générations de savoirs transmis par des familles qui comprenaient que le feu représentait la différence entre la vie et la mort, quand l'étau glacial de l'hiver se resserrait autour de leur petit monde. La disposition de chaque pierre dans ce foyer était délibérée, choisie pour contenir les flammes tout en diffusant une chaleur maximale dans l'espace exigu. L'ouverture près du mur permettait à la fumée de s'échapper par un système de ventilation soigneusement conçu, empêchant l'accumulation mortelle de fumée, qui pouvait silencieusement décimer toute une famille durant les longues nuits sombres de l'hiver. Votre demeure, aussi modeste soit-elle, représente des mois de planification minutieuse et de travail épuisant. Les poutres en bois au-dessus, taillées dans des arbres qui avaient peut-être existé pendant des décennies avant de céder à la hache, soutiennent non seulement un toit mais aussi les espoirs et les rêves de survie à travers une autre saison rigoureuse. Chaque poutre a été sélectionnée pour sa force, sa résistance aux éléments, sa capacité à supporter le poids de la neige qui s'accumulerait durant les mois d'hiver impitoyables à venir. La fenêtre unique, si on peut appeler cela une fenêtre, n'est rien de plus qu'une ouverture dans le mur, peut-être couverte par une peau d'animal ou un volet en bois. À travers ce modeste portail, le monde extérieur appelle avec à la fois promesse et péril. Pendant les heures de jour, une lumière précieuse filtre, vous permettant de vous occuper des innombrables tâches qui remplissent chaque moment d'éveil de la vie médiévale. Mais lorsque la nuit tombe, cette même ouverture devient un rappel de votre vulnérabilité face aux dangers inconnus qui rôdent au-delà de ces murs protecteurs. Imaginez-vous vous déplaçant dans cet espace, apprenant à naviguer dans ses limitations et à apprécier sa fonctionnalité simple. Chaque objet à l'intérieur de ces murs sert à plusieurs usages, car le gaspillage était un luxe que les gens du Moyen-Âge ne pouvaient se permettre. Ce seau en bois dans le coin pourrait servir à la collecte d'eau pendant la journée et au stockage pendant la nuit. La table en bois brut près du foyer offre une surface pour la préparation des aliments, un endroit pour manger et un espace de travail pour les réparations et l'artisanat incessant qui soutenait la vie dans ce monde difficile. En vous installant dans cette réalité, imaginez les sons qui accompagneraient votre existence quotidienne. Le mugissement lointain du bétail vous rappelle que la survie dépend non seulement de l'abri, mais de l'entretien soigneux des animaux qui fournissent du lait, de la viande et la force nécessaire à l'agriculture. Le murmure feutré des voix des habitations voisines crée une trame sonore réconfortante, un rappel que même dans ces temps difficiles, la communauté humaine offrait un soutien pratique et un réconfort émotionnel face aux défis écrasants de la vie médiévale. Le crépitement de votre foyer crée un rythme qui devient le battement de cœur de votre existence médiévale. Écoutez ce son doux, chers voyageurs, et laissez-le vous rappeler les générations qui ont trouvé réconfort dans sa chaleur. Les flammes qui dansent devant vous portent la même promesse ancestrale de réconfort et de sécurité qui a soutenu l'humanité à travers ses périodes les plus sombres et les plus difficiles. Votre premier repas dans ce monde arrive comme une révélation de simplicité et de nécessité. Un bol de bouillie épaisse, peut-être, faite à partir des grains qui ont survécu à la dernière récolte, assaisonnée d'herbes cultivées dans des jardins soigneusement entretenus, qui représentaient la différence entre la santé et la maladie. La cuillère en bois dans votre main, sculptée par des artisans habiles à partir de bois local, vous relie à une tradition d'artisanat où chaque outil était créé pour durer des générations. Chaque geste de votre repas vous connecte à des siècles de tradition, à des générations qui ont su transformer la nécessité en art du vivre. Mais même si vous commencez à apprécier la fonctionnalité simple de votre nouvelle demeure,
Même si la chaleur de votre foyer commence à chasser le froid qui semble imprégner chaque coin de ce monde médiéval, vous ne pouvez vous empêcher de ressentir que le confort et la sécurité demeurent des biens précaires dans cette époque impitoyable. Les ombres qui dansent sur vos murs de pierre semblent murmurer des défis qui vont bien au-delà des préoccupations immédiates de chaleur et d'abri. Vos voisins, dont les voix offrent un si réconfortant arrière-plan à votre existence quotidienne, font face au même combat quotidien pour la survie qui définit maintenant votre propre réalité. La communauté qui vous entoure, bien qu'offrant soutien et compagnonnage, porte en elle les germes de conflits et de dangers qui pourraient redéfinir votre compréhension de la vie médiévale d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Alors que vous vous dirigez vers le sommeil sur votre matelas de paille, écoutant le crépitement doux de votre foyer et les sons lointains d'un monde qui s'installe dans ses routines nocturnes, rappelez-vous que votre voyage dans la vie médiévale ne fait que commencer. La chaleur et la relative sécurité de votre humble demeure ne représentent que la première couche d'un monde complexe où la survie dépend de la compréhension des forces et des relations qui s'étendent bien au-delà de ces murs de pierre protecteurs. Car bien que vous ayez assuré les nécessités de base de l'abri et de la chaleur, bien que vous ayez commencé à apprécier les plaisirs simples que la vie médiévale peut offrir à ceux assez avisés pour les reconnaître, les véritables défis de cette ère ne résident pas dans la sécurité de votre demeure, mais dans le réseau complexe de relations, d'obligations et de dangers qui définissent le monde médiéval au sens large. Mais les besoins de survie ne sont rien comparés à ce qui se cache au-delà de ces murs. Le véritable test de votre existence médiévale est sur le point de commencer, et les leçons que vous apprendrez remettront en question tout ce que vous pensez savoir sur la nature humaine, le pouvoir et l'équilibre délicat entre l'ordre et le chaos qui empêchaient la société médiévale de sombrer dans une anarchie complète. Deuxième partie achevée. Le silence à l'extérieur n'est pas paisible. C'est ce genre de quiétude qui survient lorsque la vie elle-même s'est retirée, quand les rythmes qui définissaient autrefois l'existence humaine se sont tout simplement arrêtés. Imaginez, si vous le pouvez, marcher dans une zone rurale, où les seuls sons sont vos propres pas, et le murmure du vent à travers les portes abandonnées. Telle était la réalité qui émergea lorsque la peste noire resserra son étreinte sur l'Europe médiévale. La maladie ne faucha pas seulement des vies, elle défit le tissu même de la société, fil par fil soigneusement tissé, jusqu'à ce que des communautés entières se retrouvent à la dérive dans un monde qu'elles ne reconnaissaient plus. Imaginez un domaine seigneurial typique dans la campagne française, peut-être en Champagne ou en Bourgogne, en l'an 1348. Pendant des générations, cette terre avait suivi les mêmes anciens schémas. Le seigneur du domaine supervisait de vastes propriétés, tandis que les paysans travaillaient aux champs, dans un système si établi qu'il semblait aussi naturel que les saisons. Chaque personne connaissait sa place, ses devoirs, ses voisins. L'ordre social était aussi solide que les murs de pierre du château lui-même. Mais maintenant, imaginez ces mêmes champs gisant improductifs sous le soleil d'automne. La récolte pourrissant là où elle fut plantée. Le domaine avec ses fenêtres fermées, et un silence sinistre là où auparavant régnait le bourdonnement constant de la vie quotidienne. La peste frappa d'abord le fondement de la société médiévale, l'unité familiale. Des familles entières tombaient malades en l'espace de quelques jours. Des parents regardaient impuissants leurs enfants succomber à un mal mystérieux. Des enfants laissés orphelins, errant dans des maisons vides à la recherche de voix familières qui ne répondraient plus jamais. Les liens qui maintenaient les familles unies depuis des générations furent tranchés en quelques semaines. Sans famille, les structures sociales plus larges commencèrent à s'effondrer. Le féodalisme, cette toile complexe d'obligations et de loyauté qui définissait la vie médiévale, dépendait entièrement de personnes présentes pour accomplir leur rôle. Quand le forgeron local mourait, qui ferrerait les chevaux? Quand le prêtre du village périt, qui accomplirait les sacrements qui marquèrent le rythme de la vie et de la mort? Quand des familles entières d'agriculteurs disparaissaient, qui s'occuperait des récoltes qui nourrissaient la communauté? L'effondrement n'était pas seulement pratique, il était profondément psychologique. Pendant des siècles, les gens s'étaient définis par leur relation avec les autres. Un serf savait qui il était parce qu'il servait un seigneur spécifique. Un seigneur comprenait son identité à travers ses obligations envers son roi et ses vassaux. Quand ces personnes commencèrent à disparaître, les survivants firent face non seulement à des difficultés physiques, mais à une crise existentielle qui touchait le cœur de leur être. Considérez l'histoire d'une jeune femme appelée Agnès, peut-être fille d'un boulanger du village. Dans le monde d'avant la peste, son chemin dans la vie était clairement défini. Elle épouserait un artisan local, aurait des enfants, aiderait à administrer l'affaire familiale et transmettrait finalement ses compétences à la génération suivante. Son identité était tissée dans la communauté comme un fil dans une tapisserie. Mais quand la peste noire balaya son village, Agnès vit cette tapisserie se défaire. Son père mourut en premier, puis sa mère,
puis ses jeunes frères. Le jeune homme qu'elle devait épouser succomba à la fièvre au printemps. Un par un, les visages qui avaient défini son monde disparurent, la laissant seule dans une boutique qui n'avait plus de clients, dans un village qui n'avait plus de voisins. Agnès n'était pas unique. À travers toute l'Europe, des millions de personnes se retrouvèrent dans des circonstances similaires, à la dérive dans un monde qui était soudain devenu méconnaissable. Les liens sociaux qui semblaient incassables s'avérèrent être aussi fragiles que la rosée du matin face à une telle perte dévastatrice. La communauté religieuse, qui avait fourni guidance spirituelle et soutien pratique, se vit également dévastée. Les prêtres de paroisse, qui vivaient parmi leurs congrégations et soignaient les malades, moururent à des taux catastrophiques. Les monastères, qui avaient servi de centre d'apprentissage et de charité, virent leur population décimée. L'Église, qui avait été un pilier de stabilité pendant 1000 ans, se retrouva soudain à lutter pour maintenir même les services de base. Dans de nombreuses régions, l'effondrement devint si complet que les morts dépassaient les vivants. Des villages qui avaient prospéré pendant des siècles furent simplement abandonnés, leurs maisons vides lentement récupérées par la végétation. Des champs soigneusement cultivés depuis des générations retournèrent à l'état sauvage. Les routes qui reliaient les communautés tombèrent en désuétude, car il n'y avait plus assez de personnes pour les entretenir. Cependant, même dans ce chapitre le plus sombre de l'histoire humaine, quelque chose de remarquable commença à émerger. Alors que les anciennes structures sociales s'effondraient, des survivants comme Agnès commencèrent à former de nouveaux types de communautés. Sans les hiérarchies rigides du féodalisme pour les contraindre, les gens commencèrent à forger des liens basés sur le besoin immédiat et le soutien mutuel, plutôt que sur d'anciennes obligations. De petits groupes de survivants s'uniraient, combinant ressources et compétences pour créer des familles improvisées. Un fermier veuf pourrait se joindre à un enfant orphelin et à un artisan déplacé, créant un nouveau type de famille qui aurait été impensable dans l'ordre social rigide de l'Europe d'avant la peste. Ces nouvelles communautés étaient fragiles, temporaires et souvent brièvement douloureuses. Mais elles représentaient quelque chose de profond, l'impulsion humaine irrépressible de se connecter, de prendre soin les uns des autres, même face à une perte dévastatrice. Nas ruínas do mundo antigo, as pessoas descobriram capacidades que nunca sabiam que possuíam. A filha de nobre poderia aprender a trabalhar nos campos. Servo poderia se encontrar tomando decisões sobre gestão de terras que anteriormente eram domínio exclusivo de seus superiores. Crianças órfãs pela peste desenvolveram uma resiliência e independência que teriam sido impossíveis no casulo protetor da vida familiar tradicional. Essas transformações nem sempre foram suaves ou pacíficas. O colapso da ordem social também desencadeou impulsos mais sombrios. Sem as estruturas que tradicionalmente mantinham a paz, algumas comunidades mergulharam no caos. Pessoas desesperadas às vezes recorriam ao banditismo ou à violência. O enfraquecimento da autoridade religiosa levou ao surgimento de movimentos fanáticos que culpavam vários grupos pela peste. Mas talvez o mais notável seja que muitas comunidades encontraram maneiras de reconstruir sobre novas bases. Cidades que haviam perdido seus líderes tradicionais elegeram novos conselhos. Aldeias desenvolveram formas inovadoras de administrar recursos comuns. Redes comerciais, interrompidas pelas enormes perdas populacionais, gradualmente se reformaram ao longo de rotas diferentes e com participantes diferentes. A peste negra havia arrancado o mundo antigo como uma tempestade violenta que desfolha uma árvore. Mas as árvores, quando sobrevivem a tais tempestades, frequentemente crescem de volta mais fortes, com raízes mais profundas, seus galhos se estendendo em novas direções em direção à luz. Enquanto nos acomodamos em nosso cantinho aconchegante da história esta noite, mal podemos imaginar a coragem que deve ter sido necessária para aqueles sobreviventes medievais enfrentarem cada novo amanhecer. Acordar em um mundo tão fundamentalmente alterado, encontrar forças para plantar novas sementes em um solo que havia sido regado com tantas lágrimas. O tecido social que parecia tão permanente, tão inabalável, provou ser tão frágil quanto a seda de uma aranha em um furacão. Porém, o espírito humano, essa notável capacidade de se adaptar, reconstruir, encontrar significado mesmo em meio ao caos, provou ser muito mais resiliente do que qualquer um poderia ter imaginado. Na verdade, o verdadeiro horror não é social, é biológico. Além do colapso das comunidades e da dissolução de laços antigos, há algo muito mais imediato e aterrorizante, a própria doença, com seus caminhos misteriosos e marcha inevitável por todos os cantos da existência humana. O cheiro que te acordava carrega mais do que desagrado. Ele sussurra do perigo se esgueirando pelas ruas estreitas, infiltrando-se sob as portas e se estabelecendo no próprio tecido da vida cotidiana. Não é apenas o cheiro de corpos não lavados ou comida em putrefação, embora esses certamente estejam presentes.
Não, é algo muito mais sinistro. Algo que faz até as almas mais corajosas puxarem seus mantos mais apertados e apressarem o passo pelas vielas de paralelepípedos. Imagine, se puder, acordar em um mundo onde cada manhã traz a possibilidade de que hoje possa ser seu último dia saudável. A peste bubônica, como a história posteriormente a nomearia, se movia por comunidades medievais como uma maré escura, e os sinais eram inconfundíveis uma vez que você aprendia a reconhecê-los. Imagine-se como um mercador em uma cidade de mercado movimentada. Alguém que lida com viajantes e comerciantes de terras distantes. Você ouviu rumores de uma estranha doença em lugares longínquos, mas tais rumores são comuns. Doença é tão parte da vida quanto o nascer e o pôr do sol. Mas então o primeiro doente aparece em sua comunidade e tudo muda. A peste se anunciava com uma crueldade eficiente que os médicos medievais não podiam compreender. Começava muitas vezes com o que parecia ser apenas uma febre simples. Nada mais preocupante do que o que você poderia esperar após uma noite fria ou um dia de trabalho árduo. Mas em questão de horas, às vezes menos, a febre disparava drasticamente. Os corpos queimavam por dentro enquanto as vítimas tremiam incontrolavelmente, seus dentes batendo como folhas de outono em um vento furioso. Imaginez un jeune forgeron nommé Thomas, aux bras forts habitué à travailler la forge, soudain incapable de soulever son marteau. La fièvre le domine si complètement que même la chaleur de son propre feu semble glacer contre sa peau. Sa femme, Marguerite, tente de le réconforter avec des linges frais et des paroles douces, mais remarque quelque chose de troublant. De petites taches sombres commencent à apparaître sur sa peau, comme des taches d'encre se répandant sur un parchemin. Não eram hematomas comuns ou marcas de seu trabalho. Eram o arauto de algo muito mais aterrorizante. Os inchaços vieram em seguida, e eram impossíveis de ignorar. Imagine inchaços dolorosos aparecendo nos locais mais vulneráveis, onde as defesas do seu corpo se concentram. Os linfonodos sob os braços, na virilha, ao longo do pescoço. Não eram pequenas irritações que você poderia descartar ou esconder sob roupas. Cresciam até o tamanho de ovos, às vezes maiores, pulsando a cada batimento cardíaco como um segundo pulso determinado a ser ouvido. Imaginez, si vous le pouvez, comment même dans ces moments sombres, l'amour trouvait des moyens de s'exprimer. Les mains tendres de Marguerite offrant des compresses fraîches, ses paroles chuchotées de réconfort perçant le délire de la fièvre, comme des étoiles traversant une nuit tempétueuse. Les gens du Moyen-Âge les appelèrent des bubons. Et une fois qu'ils apparaissaient, tous savaient ce qu'ils signifiaient. Imaginez la peur dans les yeux de Marguerite en découvrant ces gonflements caractéristiques sur le corps de Thomas. Naquele momento, seu mundo se reduz ao tamanho de sua pequena cabana, porque ela sabe, com uma certeza que congela sua alma, que a pestilência os encontrou. A dor era insuportável. Essas inflamações não eram apenas desconfortáveis. Eram a própria agonia encarnada. Thomas, que podia trabalhar com ferro em brasa sem hesitar, agora gemia ao menor toque. Os bubões tornaram-se tão sensíveis que até o peso de uma camisa de linho parecia tortura. O sono tornava-se impossível, não apenas pela dor, mas pela febre que subia cada vez mais, trazendo consigo delírios e alucinações que embaralhavam a linha entre pesadelo e realidade. Imagine estar deitado em sua cama, ardendo em febre enquanto sua mente evoca visões de figuras sombrias na janela, ou ouvindo vozes de entes queridos que morreram anos atrás chamando seu nome. A peste não apenas atacava o corpo, invadia a mente, deixando as vítimas presas em um mundo onde realidade e terror se fundiam em um sonho febril interminável. Cependant, ce qui était peut-être le plus effrayant, c'était la rapidité avec laquelle tout se passait. Ce n'était pas un déclin lent qui donnait aux familles le temps de se préparer ou de demander de l'aide. La peste se répandait avec la vitesse d'un incendie dans un champ sec. Une personne pouvait se réveiller en se sentant parfaitement bien et être morte avant le coucher du soleil. Imaginez le désespoir de Marguerite voyant Thomas se détériorer devant ses yeux, son corps fort le trahissant de manière qui semblait impossible. A resposta da comunidade foi rápida, mas frequentemente tragicamente equivocada. Imaginez le prêtre local arrivant à leur porte, non pas pour donner les derniers sacrements, mais pour avertir Marguerite des dangers de rester avec son mari. A sabedoria da época, limitada como era, sugeria que a doença se espalhava pelo ar corrompido, pela própria respiração dos infectados. Alguns acreditavam que vinha de olhar nos olhos de uma vítima, enquanto outros pensavam que viajava no vento de lugares distantes e ímpios. Imaginez le choix déchirant auquel Marguerite fait face. Rester avec l'homme qu'elle aime et risquer sa propre vie, ou l'abandonner dans son heure de plus grand besoin pour se protéger et potentiellement protéger les autres. Esse não era apenas o dilema de uma família. Acontecia em inúmeras casas por toda a Europa, enquanto a peste traçava seu caminho devastador pelo continente.
O entendimento médico da época, limitado como era, tentava dar sentido a esse horror incompreensível. Imagine médicos estudiosos, vestidos com suas túnicas protetoras e máscaras em forma de pássaro, cheias de ervas e especiarias, examinando vítimas enquanto mantinham o que esperavam ser uma distância segura. Falavam de humores desequilibrados, de ar corrompido subindo de pântanos ou criado por alinhamentos planetários incomuns. Alguns culpavam terremotos por liberarem vapores venenosos do núcleo da Terra. Essas explicações, embora incorretas, refletiam uma necessidade humana desesperada de entender e, portanto, potencialmente controlar esse inimigo invisível. Mas a peste não se importava com teorias médicas ou rituais de proteção. Continuava seu avanço implacável, reivindicando ricos e pobres, jovens e velhos, cultos e ignorantes com igual eficiência. A taxa de mortalidade era impressionante. Imagine uma comunidade onde 8 em cada 10 pessoas que contraíam a peste simplesmente pereciam. Não havia recuperação gradual, nem longa convalescença. As pessoas ou sobreviviam, geralmente dentro de uma semana dos primeiros sintomas, ou não sobreviviam. A velocidade e a certeza da morte criavam um terror psicológico que ia muito além do sofrimento físico. Imagine o silêncio que começava a se estabelecer sobre as comunidades afetadas. As saudações alegres entre vizinhos pararam. Os mercados ficaram silenciosos, com vendedores e clientes se perguntando quem poderia estar carregando as sementes invisíveis da destruição. Crianças, sempre sensíveis aos humores dos adultos, começaram a brincar mais silenciosamente. Suas risadas substituídas por uma solenidade antinatural que falava do medo que havia se instalado sobre seu mundo como uma névoa matinal que nunca se dissipa. Pourtant, même dans ce paysage de terreur, quelque chose de remarquable émergea. Tandis que Marguerite soigne Thomas durant ces derniers jours, elle découvre un amour plus profond que tout ce qu'elle avait jamais connu. Dépouillée de toutes les petites préoccupations et irritations quotidiennes qui semblaient autrefois si importantes, elle se trouve entièrement concentrée sur apporter du réconfort à la personne qui compte le plus au monde. Leurs conversations, ponctuées par le délire causé par la fièvre, deviennent douloureusement précieuses. Elle mémorise chaque mot, chaque moment de lucidité, lorsque ses yeux s'éclaircissent et qu'il prononce son nom avec reconnaissance et tendresse. Dans ces brefs intervalles entre les vagues de fièvre, il condense toute une vie de dévotion en paroles chuchotées et en gestes tendres. La peste, avec toute son horreur, révéla les profondeurs extraordinaires de la compassion humaine. Imaginez des voisins qui risquent leur propre vie pour apporter de la soupe aux malades, des prêtres qui restent pour réconforter les mourants même lorsque leurs collègues fuient, et des enfants qui montrent un courage remarquable, en prenant soin de parents qui ne peuvent plus prendre soin d'eux-mêmes. Dans les communautés où les connaissances médicales avaient échoué, l'amour devint médecine. Là où la science n'offrait pas de réponse, la foi apportait du réconfort. Là où la raison s'effondrait, le cœur humain se montrait plus fort que toute maladie. La peste noire avait peut-être conquis les corps avec une efficacité implacable, mais elle ne pouvait pas toucher l'esprit qui reliait les gens les uns aux autres, et à quelque chose de plus grand que leur propre mortalité. Quand Marguerite tient la main de Thomas dans ces dernières heures, écoutant sa respiration haletante se calmer graduellement jusqu'au profond silence qui suit, elle comprend quelque chose qui la soutiendra dans les mois sombres à venir. La peste peut revendiquer son corps, mais elle ne pourrait jamais diminuer l'amour qu'ils ont partagé ou la force qu'elle a découverte en elle-même. La maladie les avait trouvés, avait fait le pire, avait pris ce qui semblait le plus précieux. Mais dans cette petite chaumière, entourée des preuves d'une perte dévastatrice, quelque chose d'autre était né, une compréhension plus profonde de ce que signifie être vraiment humain face à des forces qui nous dépassent. Mais même si vous évitez la pestilence, la faim vous guette. Car dans un monde où les fondements mêmes de la société s'effondrent, où ceux qui plantent, récoltent et distribuent la nourriture tombent victimes de la maladie, le besoin le plus élémentaire de la vie devient un combat quotidien pour la survie. Votre estomac s'exprime dans un langage universel. Le vide qui vous réveille chaque matin, les tiraillements aigus qui transpercent votre concentration dans la journée, et le manque lancinant qui vous accompagne jusque dans vos rêves, c'est le vocabulaire de la faim en l'an 1351. Et c'est une leçon que presque tous les Européens apprennent, avec une clarté dévastatrice. Imaginez-vous debout sur ce qui était autrefois une place de marché animée. Les pavés, polis par d'innombrables pas acheminant l'abondance des fermes vers les tables, résonnent maintenant d'un vide qui semble amplifier chaque son. Là où les vendeurs appelaient autrefois leurs marchandises dans une joyeuse émulation, où l'air portait les arômes riches de pain frais, de viande rôtie et de fruits de saison, il ne reste plus que des vestiges épars de commerce luttant pour survivre. Mais maintenant, alors que la grande mort poursuit sa marche implacable à travers le continent, vous apprenez des vérités cruelles sur le fragile réseau qui relie le sol à la table, le fermier à sa famille.
La cause immédiate n'est pas simplement la peste qui fauche des vies, bien que ce soit déjà terriblement dévastateur. La crise est plus profonde, tissée dans le tissu même de l'agriculture médiévale. Imaginez-vous debout, au bord de ce qui était autrefois un champ de blé prospère. Imaginez le murmure, fantomatique du vent à travers des sillons abandonnés où auraient dû onduler les épis, dorés sous le soleil d'été. Les fermiers qui auraient normalement préparé la terre, planté des graines et soigneusement cultivé les récoltes durant la saison de croissance, sont soit morts, soit ont fui vers les villes en quête désespérée de travail et de sécurité. Ces champs vides s'étendent comme des blessures ouvertes à travers la campagne, témoignage silencieux du réseau intriqué de connaissances humaines qui a été perdu. Considérez une femme nommée Sarah, peut-être la veuve d'un boulanger qui pétrissait autrefois de la pâte pour tout un village. Avant la peste, sa petite boutique était le centre de la vie quotidienne. Les gens s'y arrêtaient pour leur pain du matin, échangeaient des nouvelles et organisaient leur journée autour du rythme fiable des pains frais, refroidissants sur des étagères en bois. Mais maintenant, alors qu'elle fixe les sacs de grains presque vides dans sa réserve, Sarah fait face à une mathématique de la survie qui aurait été impensable il y a seulement quelques mois. Le grain qui reste n'est plus le blé dodu et doré qu'elle tenait autrefois pour acquis. Le peu de blé qui subsiste est souvent contaminé, mélangé à de la balle et à des graines que les générations précédentes n'auraient données qu'aux animaux. Mais quand la faim vous ronge le ventre avec une insistance croissante, les distinctions entre la nourriture adaptée aux humains et celle adaptée aux bêtes commencent à s'estomper à un rythme troublant. Imaginez les mains calleuses de Sarah travaillant avec des ingrédients qu'elle n'aurait jamais imaginé utiliser. Des glands, soigneusement traités pour éliminer leurs tanins amers, sont moulus en une farine grossière qui donne au pain un goût lourd et terreux. Des pois secs, des haricots et les légumes qui ont survécu à la dernière récolte sont incorporés à des pâtes qui permettent d'étirer le grain précieux au maximum. Même l'écorce d'arbre, préparée avec des techniques transmises à travers des conversations murmurées entre voisins désespérés, trouve sa place dans des pains qui ressemblent à peine aux pains des temps plus favorisés. Mais ceci est plus qu'une simple histoire de recettes qui changent. C'est l'effondrement complet des systèmes qui avaient soutenu la vie pendant des générations. Imaginez-vous marchant le long d'une route commerciale autrefois animée, maintenant envahie de mauvaises herbes, où passaient autrefois des caravanes de marchands. Imaginez le silence où auraient dû résonner des roues de charrettes grinçantes et les appels joyeux des commerçants. Des villes côtières qui prospéraient autrefois grâce à la pêche trouvent leur port étrangement silencieux, non pas parce que la mer a changé, mais parce que tant de pêcheurs qualifiés ont succombé à la peste. Les réseaux qui avaient relié les communautés pendant des siècles gisent maintenant brisés comme des artères sectionnées. Les distinctions de classe qui semblaient autrefois si permanentes deviennent brutalement visibles en temps de pénurie. Imaginez le seigneur d'un domaine, habitué à dîner de pain blanc fait de farine soigneusement tamisée, découvrant maintenant que même sa position privilégiée ne peut faire apparaître de la nourriture dans des greniers vides. Pourtant, il s'en sort encore mieux que les paysans qui travaillaient autrefois ces terres, car il a des réserves de viande conservées, l'accès au peu de grains qui restent, et le pouvoir de s'approprier les ressources qui existent encore. Mais imaginez le poids moral de tels choix. Quand il n'y a pas assez de nourriture pour nourrir tout le monde, qui décide qui mange et qui ne mange pas? Imaginez Sarah debout dans sa boulangerie avant l'aube, sa respiration visible dans l'air, froid alors qu'elle fixe 3 petits sacs de grains précieux. Imaginez le poids de ce moment, alors qu'elle calcule comment répartir ses provisions en déclin parmi les visages qui se présenteront à sa porte. La mère avec 3 jeunes enfants, les yeux creusés d'inquiétude. Le vieil homme dont les fils sont morts au printemps, survivant maintenant grâce à la générosité des voisins. Le jeune couple qui pourrait encore avoir des enfants s'ils survivent. Chaque visage représente non seulement la faim, mais l'espoir qui repose dans ses mains usées. Il ne s'agit pas de dilemmes éthiques abstraits débattus dans des salons confortables par des philosophes au ventre plein. Ce sont des décisions de vie ou de mort prises par des gens ordinaires qui se retrouvent avec le terrible pouvoir de déterminer qui vit et qui ne vit pas. Imaginez le poids d'une telle responsabilité qui s'installe sur les épaules de Sarah, alors qu'elle mesure des portions qu'elle sait trop petites, mais qui représentent tout ce qu'elle peut se permettre de donner. L'ingéniosité née du désespoir se révèle dans d'innombrables petites innovations. Imaginez des communautés développant de nouvelles techniques de préservation, trouvant des moyens de faire durer la modeste récolte d'été jusqu'à l'obscurité de l'hiver. Imaginez l'épuisement satisfait des villageois après avoir achevé une nouvelle cave à légumes, plus profonde que tout ce qu'ils ont jamais creusé auparavant, garnie de pierres et de paille, une forteresse contre la faim hivernale. Les herbes qui étaient autrefois utilisées principalement pour le goût deviennent des médicaments et des conservateurs précieux, leurs arômes terreux emplissant les chaumières comme un espoir fait tangible.
Les connaissances qui auraient été transmises de façon décontractée de grand-mère en petite fille deviennent un savoir vital partagé avec l'urgence de la survie, chaque recette et technique étant une bouée de sauvetage tendue entre les générations. Même dans les profondeurs de la faim, quelque chose de beau émerge sous la forme d'un partage radical. Imaginez une communauté où les frontières traditionnelles entre les familles commencent à se dissoudre. Quand tout le monde a faim, les prétentions à la prospérité individuelle perdent tout leur sens. Des voisins qui auraient autrefois regardé les jardins des autres avec une légère envie travaillent maintenant ensemble pour faire compter chaque miette de nourriture. Sarah pourrait se retrouver à partager son dernier pain avec des étrangers, non par générosité débordante, mais parce qu'elle comprend que la survie est devenue une entreprise communautaire. Quand une personne succombe à la faim, tout le groupe devient plus vulnérable. Quand chacun partage ce qu'il a de peu, il y a au moins une chance que certains survivent pour voir des jours meilleurs. Imaginez les enfants de cette époque, grandissant avec une appréciation de la nourriture que leurs prédécesseurs n'auraient jamais pu imaginer. Une simple pomme devient un trésor à savourer lentement, chaque bouchée scrutée et appréciée avec l'intensité d'un moment sacré. Ces enfants, s'ils survivent, porteront en eux toute leur vie une compréhension de l'abondance et de la rareté, qui les rendra reconnaissants pour chaque repas, aussi simple soit-il. La dimension spirituelle de la faim se révèle de manières inattendues. Imaginez la petite boulangerie de Sarah devenant non seulement un lieu de commerce, mais un sanctuaire où les gens se réunissent pour partager non seulement une nourriture rare, mais aussi des histoires, des espoirs et des prières. L'acte de rompre le pain ensemble, même quand le pain est dur et les portions maigres, crée des liens entre les gens qui transcendent les hiérarchies sociales habituelles. En temps d'abondance, manger est souvent un acte solitaire ou banal. Mais quand la nourriture est rare, chaque repas devient communautaire, sacré, chargé de sens. Imaginez des familles se rassemblant autour de leur table simple, avec une gravité et une gratitude qui transforment même le plus humble navet en quelque chose d'approchant le divin. La faim n'affecte pas seulement les corps, elle remodèle les esprits de manières à la fois terribles et profondes. La faiblesse physique rend chaque tâche plus difficile, chaque décision plus cruciale. Mais elle révèle aussi l'essentiel, forçant les gens à se concentrer sur ce qui compte vraiment, la survie, la communauté, l'amour pour ceux qui leur sont les plus proches. Alors que la nuit tombe et que Sarah éteint les feux de ses fours, se préparant à une autre journée de choix impossibles et de précieuses petites victoires, elle comprend quelque chose que la prospérité lui avait caché. La faim, pour toute sa cruauté, a révélé l'extraordinaire capacité des êtres humains à s'adapter, à partager, à trouver un sens même au milieu de la privation. Le vide lancinant dans son estomac parle non seulement de son besoin personnel, mais d'une communauté qui apprend à survivre ensemble. Et dans cette solidarité, dans la détermination partagée de résister jusqu'au retour de jours meilleurs, il y a un type de nourriture qu'aucune quantité de grains ne pourrait fournir. Demain apportera de nouveaux défis, de nouveaux choix impossibles sur la façon de répartir trop peu parmi trop de personnes. Mais il apportera aussi des opportunités de générosité et de courage qui n'émergent que lorsque tout semble perdu, et pourtant que l'esprit humain refuse de se rendre. Mais même si les communautés apprennent à partager une nourriture rare et à trouver de la force dans la solidarité, un autre défi surgit qui touche quelque chose d'aussi fondamental que la faim. Le besoin humain fondamental de propreté et de dignité dans la façon dont nous nous présentons au monde. Suas roupas contam uma história que você nunca pretendeu escrever. O tecido que toca sua pele, antes macio de lavagem cuidadosa e uso gentil, agora carrega o peso acumulado de meses sem limpeza adequada. Mas imagine, se puder, como até essas roupas gastas podem se tornar símbolos de resiliência. Cada remendo, uma prova de sua determinação em manter a dignidade, cada conserto cuidadoso, um ato de esperança de que o amanhã virá. A túnica que outrora o identificava como um membro respeitável de sua comunidade, agora carrega manchas que falam de tarefas que você nunca imaginou ter que realizar, de concessões à limpeza que gerações anteriores teriam considerado impensáveis. Imagine, se puder, acordar com o frio da manhã penetrando através de buracos em um tecido que se tornou fino pelo uso constante. A lã que antes proporcionava calor e conforto agora arranha a pele que não foi adequadamente lavada há semanas. Isto não é apenas desconforto, caro viajante. Esta é a erosão gradual de uma das coisas que separam os humanos de outras criaturas. Nossa capacidade de nos manter com dignidade e cuidado. Imagine-se tentando o que antes era uma rotina matinal simples. Em tempos melhores, você poderia começar cada dia lavando o rosto e as mãos com água limpa, talvez aquecida sobre um fogo que ardeu constantemente durante a noite. Suas roupas, embora simples, estariam limpas e consertadas. Seu cabelo, embora simples pelos padrões modernos, estaria penteado e arrumado com cuidado. Mas agora,
Ao alcançar a pequena bacia que outrora continha água fresca, você encontra apenas algumas gotas preciosas que devem servir a múltiplos propósitos. Você usa esta água para limpar o rosto, enxaguar a boca ou umedecer um pano para limpar a tigela que usará para a refeição escassa do dia? Estas não são escolhas que alguém deveria fazer, mas se tornaram parte da matemática diária da sobrevivência. O sabão que outrora parecia tão comum tornou-se um luxo fora de alcance. Imagine Sarah, a padeira que conhecemos anteriormente, tentando limpar as mãos após um dia de trabalho com os ingredientes que pôde encontrar. A cinza fina e a gordura derretida que antes se combinavam para criar sabão de limpeza, agora estão indisponíveis. Ou são preciosas demais para serem usadas na limpeza quando poderiam ser usadas para alimento ou calor. Ela esfrega as mãos com areia grossa ou pano áspero, removendo a sujeira óbvia, mas nunca alcançando a limpeza que antes vinha tão naturalmente. Considere as implicações mais profundas desta mudança aparentemente pequena. Na sociedade medieval, a limpeza não era apenas sobre conforto, era sobre posição social, sobre respeito por si mesmo e pelos outros, sobre participar da vida comunitária com dignidade. Imagine a forma gradual como os padrões mudam quando todos enfrentam as mesmas restrições. Como o que antes era inaceitável lentamente se torna normal, depois inevitável. As roupas em suas costas representam um investimento que assombraria pessoas de tempos mais abundantes. Aquela túnica de lã rústica, remendada e re-remendada, consertada com linha que não combina perfeitamente, representa meses de trabalho de mãos habilidosas. O tecido foi tecido em teares operados por artesãos, cujo conhecimento havia sido passado através de gerações. O fio foi fiado de lã tosquiada de ovelhas que precisavam ser alimentadas e protegidas através de estações rigorosas. Imagine-se aprendendo a ver roupas com olhos completamente diferentes. Aquele pequeno rasgo na manga não é apenas um inconveniente a ser rapidamente consertado. É um desastre em potencial que pode levar à perda de uma peça que não pode ser substituída. Você aprende a se mover com mais cuidado, a evitar espinhos e superfícies ásperas, a tratar cada pedaço de tecido como o recurso precioso que ele realmente é. Mas considere também a engenhosidade que surge de tais restrições. Imagine comunidades desenvolvendo novas técnicas para prolongar a vida útil das roupas. Roupas antigas são cuidadosamente desmontadas, suas partes utilizáveis combinadas para criar novas roupas para crianças ou remendadas em roupas existentes para adultos. Nada é desperdiçado. Até os menores retalhos de tecido encontram usos como remendos, panos de limpeza ou enchimento para sapatos gastos. A lavagem de roupas se torna um evento comunitário carregado de necessidade prática e significado social. Imagine as margens de um riacho onde mulheres se reúnem não apenas para limpar as poucas roupas de suas famílias, mas para compartilhar notícias, oferecer apoio mútuo e manter os laços que sustentam suas comunidades danificadas. O trabalho é mais difícil agora. O sabão é escasso, a água limpa às vezes distante, e as próprias roupas são mais frágeis pelo uso constante. Imagine a coreografia cuidadosa desses dias de lavagem. As roupas de cada família devem ser lavadas sem usar muito do precioso sabão ou ocupar muito espaço à beira d'água. Mulheres que outrora competiam pela lavagem mais branca e brilhante, agora colaboram para compartilhar técnicas de remoção de manchas com materiais disponíveis a todos. Cinza para certos tipos de sujeira, plantas específicas para diferentes tipos de manchas, tempo cuidadoso para aproveitar o poder natural de branqueamento do sol. Seu cabelo, antes lavado regularmente com água quente e ervas de cheiro agradável, agora deve ser mantido com métodos que pareceriam primitivos em tempos melhores. Imagine-se aprendendo a limpar o cabelo com métodos secos, escovando-o cuidadosamente com escovas de cerdas naturais, para remover a sujeira e distribuir os óleos naturais que mantêm o cabelo saudável. Ervas que crescem selvagens perto de sua comunidade se tornam aliadas preciosas. Alecrim para limpeza, hortelã para frescor, camomila para suavidade. L'entretien de l'hygiène personnelle devient un exercice de créativité et de gestion minutieuse des ressources. Imaginez les petites innovations qui émergent de la nécessité. Utiliser du sable propre comme abrasif, pour nettoyer les dents en l'absence de cure-dents ou de fibres de nettoyage appropriées. Développer des techniques de nettoyage des oreilles et des ongles, avec des outils taillés dans du bois ou des fragments d'os. Apprendre quelles plantes peuvent offrir des propriétés naturelles de désodorisation, lorsque le savon est impossible à obtenir. Mais peut-être plus significativement, imaginez comment la définition même de la propreté commence à se transformer. Ce qui était jadis inacceptable devient simplement malheureux. Ce qui était malheureux devient normal. Ce qui était normal devient, dans ces temps difficiles, presque luxueux.
Les communautés développent de nouvelles normes sociales autour de la propreté qui permettent aux gens de maintenir leur dignité même lorsqu'ils ne peuvent pas maintenir leurs standards précédents d'hygiène. Considérez une jeune mère qui essaie de garder ses enfants propres et présentables. Imaginez son rationnement minutieux de l'eau, son utilisation créative des matériaux disponibles, sa détermination délicate à maintenir des routines qui donnent à ses enfants un certain sens de la normalité même lorsque le monde autour d'eux se transforme au-delà de toute reconnaissance. Elle ne peut peut-être pas les baigner aussi fréquemment ou aussi complètement qu'avant, mais elle peut encore peigner leurs cheveux avec soin, veiller à ce que leurs vêtements soient arrangés avec soin, leur enseigner l'importance de prendre soin d'eux-mêmes, même dans des circonstances difficiles. Les aspects sociaux de l'apparence prennent une nouvelle signification lorsque tout le monde fait face à des contraintes similaires. Imaginez des rassemblements communautaires où personne n'attend la perfection, où l'effort pour maintenir la dignité compte plus que les résultats, où les gens se soutiennent mutuellement dans leur tentative de rester humains face à des circonstances déshumanisantes. La personne qui apparaît avec des vêtements soigneusement raccommodés et des mains propres est louée non pour sa richesse ou ses ressources supérieures, mais pour sa persévérance et son respect de soi. Même les relations intimes sont affectées par ces changements d'hygiène et d'apparence. Même les relations intimes sont affectées par ces changements d'hygiène et d'apparence. Imaginez des couples apprenant de nouvelles formes de tendresse qui s'adaptent aux réalités de leur situation. L'aide délicate pour les zones difficiles d'accès lors de possibilités de lavage limitées, le partage de produits de nettoyage rares, l'assistance patiente pour réparer des vêtements devenus trop précieux pour risquer de les endommager par une réparation maladroite. Alors que vous vous installez pour dormir en portant des vêtements qui portent l'accumulation de la journée de travail et d'inquiétude, imaginez les rêves qui pourraient devenir à quelqu'un dont la vie éveillée a été si profondément modifiée par rapport à ce qu'il attendait autrefois. Peut-être rêvez-vous de longs bains chauds dans de l'eau propre, de vêtements frais qui sentent le soleil et le savon, d'une époque où la propreté était si facilement obtenue qu'elle était tenue pour acquise. Mais peut-être aussi rêvez-vous de la force inattendue que vous avez découverte en vous-même et dans votre communauté. La capacité de maintenir la dignité sans une propreté parfaite, de trouver de la beauté chez des personnes dont les circonstances extérieures ne répondent pas aux normes précédentes, de comprendre que le vrai respect ne vient pas d'apparence impeccable, mais du courage de persister avec grâce dans des circonstances impossibles. Le matin apportera une autre journée de choix minutieux sur la façon d'utiliser l'eau limitée, le savon précieux et les vêtements de plus en plus fragiles. Mais il apportera aussi des opportunités de démontrer le type de résilience et d'esprit communautaire qui transforme la survie d'une simple endurance en une forme d'héroïsme silencieux qui inspirerait des générations à venir. Alors que vous naviguez dans ce monde transformé aux ressources limitées et aux standards modifiés, vous êtes sur le point de découvrir que maintenir la propreté physique et une apparence digne, bien que difficile, pâlissent en comparaison de la navigation sociale complexe nécessaire pour construire la confiance et la connexion dans un monde où les liens traditionnels ont été brisés par la perte et la peur. Imaginez, si vous le voulez, vous tenant au bord de ce qui était autrefois une place du village animé, maintenant peuplé de étrangers devenus vos voisins par une tragédie partagée plutôt que par une histoire commune. Les visages familiers, qui définissaient autrefois votre monde social, ont été remplacés par des personnes dont vous ne connaissez pas les histoires, dont les coutumes pourraient différer des vôtres, dont la présence même représente à la fois l'espoir de la communauté et l'incertitude de l'inconnu. Imaginez-vous comme quelqu'un qui connaissait autrefois exactement sa place dans le réseau complexe des relations sociales médiévales. Peut-être étiez-vous la fille du boulanger qui a épousé le fils du forgeron, reliant deux familles établies dans des réseaux d'obligations et de soutien qui remontaient à des générations. Votre identité était claire. Vos relations définies par des traditions si anciennes qu'elles semblaient aussi naturelles que le changement des saisons. Mais maintenant, disons que Sarah est devenue notre guide dans ce monde étrange. Sarah se retrouve désormais dans des conversations avec des personnes avec lesquelles elle n'aurait jamais parlé dans l'ancien ordre social. La veuve d'un noble qui a fui son domaine lorsque la peste a emporté sa famille. Le marchand étranger bloqué lorsque les routes commerciales se sont effondrées. Le jeune prêtre dont la paroisse s'est dissoute autour de lui, le laissant errer entre les communautés, offrant le réconfort spirituel qu'il peut. Les barrières linguistiques présentent à elles seules des défis que les anciennes communautés stables n'ont jamais connus. Imaginez essayer de communiquer des informations essentielles sur le partage de nourriture, les affectations de travail ou les préoccupations de sécurité avec des personnes qui parlent différents dialectes ou viennent de régions aux coutumes totalement différentes. Les gestes qui semblent amicaux dans une culture peuvent être offensants dans une autre. Les pratiques religieuses qui apportent du réconfort à certains peuvent sembler étranges, voire menaçantes, à d'autres. Considere o delicado processo de construir confiança quando todos têm motivos para desconfiar.
Imagine Sarah encontrando uma família que chegou de uma cidade devastada pela peste, trazendo consigo não apenas poucos pertences, mas também o potencial de doença. A parte racional de sua mente entende que provavelmente estão saudáveis, afinal, sobreviveram à jornada e não mostram sinais óbvios de doença. Mas a parte temerosa sussurra sobre os perigos invisíveis que podem carregar, a perturbação que sua presença pode trazer para a frágil estabilidade da comunidade que resta. Contudo, a fome e a necessidade prática forçam interações que jamais teriam ocorrido em tempos de abundância. Imagine Sarah descobrindo que o comerciante estrangeiro conhece técnicas para preservar carne que poderiam ajudar os suprimentos alimentares da comunidade a durarem mais. A viúva do nobre, apesar de seu contexto social diferente, tem mãos fortes e disposição para trabalhar, algo de que a comunidade desesperadamente precisa. O padre errante traz notícias de outras regiões que podem ser vitais para o planejamento e a sobrevivência. Os códigos sociais que antes regiam a interação, quem poderia falar com quem, em que circunstâncias, com que nível de formalidade, revelam-se inadequados para essas novas circunstâncias. Imagine a dança desajeitada de tentar estabelecer novas normas que permitam a cooperação, mantendo ao mesmo tempo algum senso de dignidade e respeito por todos os envolvidos. Como se dirigir a alguém cuja posição social outrora estava muito acima da sua, mas que agora depende da comunidade para as mesmas necessidades básicas que você. A confiança torna-se uma moeda mais preciosa que qualquer ouro, mas deve ser conquistada através de ações, não herdada por conexões familiares ou posição social. Imagine Sarah aprendendo gradualmente que o comerciante estrangeiro compartilha sua comida de forma justa, que a viúva do nobre nunca toma mais do que sua parte, que o padre errante oferece conforto a todos, independentemente de sua origem. Essas observações, acumuladas ao longo de dias e semanas, constroem lentamente a base para novos tipos de relacionamentos. Mas considere também os desafios psicológicos de deixar estranhos entrarem em seu mundo emocional, quando a perda a tornou cautelosa para formar novos laços. Imagine a hesitação de Sarah ao se descobrir genuinamente encantada pelo humor espirituoso do comerciante, ou sentindo preocupação maternal pela jovem filha da viúva. A parte dela que aprendeu a esperar perdas adverte contra se importar profundamente, enquanto a parte que lembra o calor da conexão comunitária anseia pelo conforto que vem de pertencer a algo maior que ela mesma. As crianças, como sempre fazem, abrem caminho quebrando barreiras que parecem intransponíveis para os adultos. Imagine pequenos que começam a brincar juntos, apesar de suas diferentes origens, criando jogos que ultrapassam barreiras linguísticas, compartilhando os pequenos tesouros que as crianças sempre conseguem encontrar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Suas risadas tornam-se uma linguagem comum que ajuda os adultos a lembrarem sua própria capacidade de alegria e conexão. Diferenças religiosas que poderiam ter parecido cruciais em tempos mais estáveis tornam-se secundárias diante das necessidades humanas compartilhadas. Imagine orações comunitárias onde tradições cristãs, judaicas e pagãs se misturam em algo novo. Não uma rejeição de crenças individuais, mas um reconhecimento de que o divino, seja como for compreendido, chama as pessoas a cuidarem umas das outras. O padre errante pode liderar uma oração cristã enquanto o comerciante estrangeiro oferece bênçãos em sua própria tradição. E ambos são aceitos como expressões genuínas de esperança e comunidade. O processo de estabelecer novas hierarquias sociais baseadas em contribuição, não em nascimento, cria tanto oportunidades quanto tensões. Imagine as discussões, às vezes acaloradas, sobre como organizar o trabalho, distribuir recursos e tomar decisões que afetam a todos. A viúva do nobre pode ter experiência em administrar grandes casas, mas isso a qualifica para liderar uma comunidade de iguais? O comerciante pode entender comércio e negociação, mas seus métodos funcionarão quando todos lutam para sobreviver. Imagine Sarah encontrando sua própria voz nessas discussões, descobrindo habilidades de liderança que nunca soube que possuía. Sua experiência administrando a padaria, seu conhecimento da área local, seus relacionamentos com residentes de longa data, tudo isso se torna um ativo valioso para construir pontes entre membros antigos e novos da comunidade. Ela aprende a mediar disputas, a facilitar conversas entre pessoas que de outra forma não se entenderiam, a reconhecer quando alguém está contribuindo mais do que sua parte justa e quando alguém precisa de apoio extra. O estabelecimento de novas tradições torna-se essencial para criar um senso de identidade compartilhada. Imagine a comunidade desenvolvendo rituais que honram tanto suas perdas quanto suas esperanças. Talvez criem um encontro semanal onde as pessoas compartilhem histórias sobre suas vidas antes da peste,
ajudando todos a compreender as ricas trajetórias que cada pessoa traz para esta nova vida compartilhada. Ou podem estabelecer rotinas de trabalho que garantam a todos oportunidades de contribuir de acordo com suas habilidades, ao mesmo tempo em que aprendem novas capacidades uns com os outros. A confiança é construída através de pequenos atos de confiabilidade repetidos ao longo do tempo. Imagine Sarah observando os modos sutis pelos quais as pessoas demonstram seu compromisso com a comunidade. O comerciante que sempre comparece em seus turnos de trabalho designados, a viúva que se oferece para realizar tarefas extras quando outros estão doentes, o padre que media disputas com justiça e sabedoria. Essas observações a ajudam a entender em quem se pode contar, quando as circonstâncias se tornam ainda mais difíceis. Mais imaginez également les tensions inévitables et les déceptions qui surgissent lorsque des personnes de différents horizons tentent de forger de nouvelles communautés sous la pression. Des malentendus sur les attentes de travail, des conflits concernant la répartition des ressources, des frictions de personnalité qui auraient pu être facilement résolues en des temps plus stables, mais qui se trouvent amplifiées lorsque chacun évolue à la limite de ses ressources émotionnelles et physiques. L'art de naviguer socialement dans ce nouveau monde exige une combinaison d'ouverture et de prudence, de générosité et d'autoprotection, d'espoir en la bonté humaine et de reconnaissance réaliste des limites humaines. Imaginez Sarah apprenant à étendre progressivement sa confiance, à donner aux gens l'occasion de faire leurs preuves, tout en protégeant la communauté de ceux qui pourraient profiter de sa vulnérabilité. Au fil des saisons, alors que la communauté formée par la nécessité commune commence à développer sa propre culture et ses propres traditions, imaginez la profonde satisfaction qui vient de construire quelque chose de positif à partir des ruines de ce qui a été perdu. Ce ne sont plus seulement des relations de survie, elles deviennent de véritables amitiés, des partenariats de travail et des liens familiaux choisis qui pourraient s'avérer encore plus solides que les liens du sang et du mariage qui définissaient autrefois la vie sociale. Les conversations du soir autour des feux partagés révèlent la profondeur de ces relations naissantes. Le rythme accéléré de la crise a comprimé le processus normal de création de liens, forgeant des connexions dans l'adversité partagée et l'interdépendance mutuelle. Mais tandis que ces nouveaux liens sociaux se stabilisent et se renforcent, vous commencez à réaliser que la survie exige plus que de simples relations personnelles et une coopération communautaire. Dans un monde où les systèmes traditionnels de commerce et d'économie se sont effondrés, vous devez apprendre des manières entièrement nouvelles de concevoir la valeur, l'échange et le travail qui soutient la vie. Dans ce monde transformé, votre survie dépend non seulement de ce que vous savez, mais de ce que vous pouvez offrir aux autres. Les pièces de monnaie qui tintaient autrefois dans les bourses des marchands ont perdu une grande partie de leur valeur quand il y a peu à acheter et encore moins de gens pour vendre. Imaginez-vous tenant une pièce d'argent qui aurait pu autrefois acheter du pain pour une semaine, valant maintenant à peine un seul repas si vous trouvez quelqu'un ayant de la nourriture à partager. Imaginez, si vous le voulez, la dignité silencieuse d'un marchand qui découvre que sa véritable richesse ne réside pas dans sa bourse amoindrie, mais dans sa capacité à apporter de l'espoir et des solutions pratiques à des voisins désespérés. Imaginez, si vous le voulez, vous tenant dans ce qui fut autrefois un marché prospère, où l'ancienne économie de l'offre et de la demande a été remplacée par quelque chose de bien plus immédiat et humain. Les systèmes élaborés de crédit, de dettes et de promesses futures qui lubrifiaient autrefois le commerce médiéval, ont cédé la place à la forme la plus élémentaire d'échange. J'ai quelque chose dont vous avez besoin, vous avez quelque chose dont j'ai besoin. Aidons-nous à survivre un jour de plus. Imaginez Sarah, notre boulangère, découvrant que son bien le plus précieux n'est pas la petite quantité de grains qu'elle a réussi à préserver, mais le savoir dans ses mains et son esprit. Les techniques pour transformer les ingrédients comestibles disponibles en pain nourrissant sont devenues plus précieuses que l'or. Les communautés qui auraient autrefois tenu les boulangers pour acquis comprennent maintenant que la différence entre manger et mourir de faim réside souvent dans les compétences qui transforment des ingrédients bruts en subsistance. Mais considérez comment la définition du travail utile s'est élargie au-delà de tout ce que l'ancienne économie aurait pu reconnaître. Imaginez un jeune homme qui était peut-être autrefois scribe ou clerc mineur, découvrant maintenant que sa capacité à lire et à calculer le rend essentiel pour gérer la logistique complexe du partage des ressources. Quand la survie dépend du rationnement et de la distribution équitable, quelqu'un capable de tenir des registres précis et de faire des calculs devient aussi vital que quelqu'un capable de cultiver de la nourriture ou de construire un abri. L'économie d'échange qui émerge n'est pas le simple commerce de biens évidents que vous pourriez espérer. Imaginez plutôt un réseau complexe d'interdépendance où les services comptent souvent davantage que les objets. Sarah pourrait échanger une journée de production de pain non pas contre du grain, mais contre quelqu'un qui répare le toit de la boulangerie avant que les pluies hivernales ne le rendent inutilisable.
La personne qui répare son toit peut accepter du pain comme paiement, mais ce dont elle a vraiment besoin, c'est de quelqu'un pour enseigner à ses enfants les lettres et les chiffres de base. Imaginez les délicates négociations impliquées dans ces nouvelles formes d'échange. Sans monnaie standardisée ni structure de prix établie, chaque transaction devient une conversation sur la valeur, le besoin et la justice. Ces négociations révèlent quelque chose de beau sur la nature humaine, la tendance vers la justice même dans des circonstances désespérées. Imaginez les membres de la communauté développant des codes informels mais rigoureux concernant les échanges équitables, où exploiter le désespoir de quelqu'un n'est pas seulement considéré comme inconvenant, mais comme une menace pour la survie de tous. Lorsque vous dépendez des mêmes personnes pour votre existence continue, l'exploitation à court terme devient une folie autodestructrice. Le concept de richesse se transforme complètement dans cette nouvelle réalité. Imaginez la veuve d'un noble découvrant que ses bijoux hérités, autrefois symboles de statut et de sécurité, sont devenus de simples objets beaux avec peu de valeur pratique. Mais sa connaissance de la gestion de grandes maisons, son expérience dans l'organisation de projets complexes, sa capacité à servir de médiateur entre des personnes d'origine sociale différentes, ses compétences se révèlent inestimables d'une manière que les pierres précieuses ne pourraient jamais égaler. Considérez comment le travail lui-même prend un nouveau sens lorsqu'il est directement lié à la survie communautaire. Imaginez des gens découvrant de la satisfaction dans des travaux qu'ils n'auraient jamais choisis en des temps meilleurs. L'ancien clerc qui apprend à conserver la viande, le marchand qui devient habile à réparer les outils, la veuve qui développe une expertise dans le traitement des blessures et des maladies mineures. Le lien immédiat entre leur travail et le bien-être de leurs voisins crée un sentiment d'utilité que le travail purement commercial n'aurait jamais pu procurer. Imaginez les solutions innovantes qui émergent lorsque les catégories de travail traditionnelles deviennent dénuées de sens. Quelqu'un qui était autrefois fabricant de bougies peut découvrir que sa connaissance du travail avec la cire et les huiles se traduit parfaitement pour créer des traitements imperméables pour les vêtements et les récipients. Une personne qui élevait des oiseaux ornementaux peut découvrir que sa compréhension de l'élevage la rend précieuse dans le soin des quelques poules ou chèvres qui représentent les sources de protéines de la communauté. Le développement de nouvelles monnaies basées sur des besoins pratiques plutôt que sur une valeur abstraite crée des dynamiques fascinantes. Imaginez des communautés où une journée de travail qualifiée devient une unité standard d'échange, où les promesses de travail futures sont données et acceptées aussi facilement que les pièces l'étaient autrefois, où la réputation de fiabilité devient l'atout le plus précieux qu'on puisse posséder. Mais considérez aussi les défis de cette nouvelle économie. Imaginez les difficultés qui surgissent lorsque quelqu'un tombe malade et ne peut pas remplir ses obligations de travail promises, ou lorsque des désaccords surviennent sur la valeur relative de différents types de travail. Le marchand peut soutenir que sa connaissance des routes commerciales vaut plus que la production de pain de Sarah, tandis que Sarah maintient que les gens peuvent parcourir de nouvelles routes, mais ne peuvent pas survivre sans nourriture. La résolution de tels différends devient souvent un processus communautaire plutôt qu'une négociation individuelle. Imaginez des réunions nocturnes où les gens discutent non seulement des affectations de travail immédiates, mais des questions à long terme sur la façon d'évaluer équitablement différentes contributions. Ces conversations deviennent des exercices de philosophie pratique, explorant des questions sur la valeur humaine, la responsabilité communautaire et l'échange équitable que des érudits en des temps plus prospères pourraient débattre de manière abstraite. Imaginez les façons ingénieuses par lesquelles les communautés se développent pour gérer la complexité des échanges multipartites. Lorsque Sarah a besoin que son toit soit réparé, le couvreur a besoin que ses outils soient aiguisés. L'aiguiseur d'outils a besoin que ses vêtements soient raccommodés et la couturière a besoin de pain. La communauté peut organiser des échanges de travail qui garantissent que les besoins de tous sont satisfaits grâce à une série coordonnée de contributions. La question de soutenir ceux qui ne peuvent pas contribuer également, les très jeunes, les personnes âgées, les malades chroniques, révèle la base morale de ces nouvelles relations économiques. Imaginez des communautés prenant des décisions collectives sur le soin de leurs membres les plus vulnérables, comprenant que le travailleur fort d'aujourd'hui peut être la personne qui aura besoin de soutien demain. Ces décisions ne sont pas seulement pratiques, elles sont des expressions des valeurs qui définiront qui ils deviendront en tant que peuple. Le temps prend un sens différent dans cette économie, où la survie immédiate entre souvent en conflit avec la planification à long terme. Imaginez Sarah tentant d'équilibrer la nécessité d'utiliser ces grains restants pour le pain d'aujourd'hui, contre la sagesse d'en garder quelques-uns pour les graines qui pourraient produire la récolte de l'année prochaine. Ce ne sont pas seulement des décisions personnelles, ce sont des choix communautaires sur le fait de se concentrer sur survivre à la crise immédiate ou d'investir dans la possibilité d'une abondance future. L'économie du savoir devient aussi importante que l'échange de biens physiques. Imaginez des gens échangeant des informations avec le même soin qu'ils réservaient autrefois aux objets précieux.
Des nouvelles sur les conditions dans d'autres régions, des techniques pour améliorer la conservation des aliments, des remèdes contre les maladies courantes, des stratégies pour rester au chaud pendant l'hiver. Ces formes de connaissances circulent dans la communauté comme une monnaie qui enrichit tous ceux qui la reçoivent. Nouvelles des conditions dans d'autres régions, techniques d'amélioration de la conservation des aliments, remèdes contre les maladies courantes, stratégies pour rester au chaud pendant l'hiver. Ces formes de savoir circulent dans la communauté comme une monnaie d'échange qui enrichit tous ceux qui en bénéficient. Le transport et le stockage des biens présentent de nouveaux défis qui nécessitent des solutions collectives. Imaginez des communautés s'organisant pour créer des installations de stockage partagées, développant de nouvelles méthodes pour protéger les ressources contre les intempéries et les parasites, établissant des systèmes pour déplacer des objets lourds ou volumineux qu'aucun individu ne pourrait gérer seul. Ces efforts coopératifs deviennent des modèles pour le type d'organisation à grande échelle qui sera nécessaire à la survie à long terme et à la prospérité éventuelle. Alors que les travaux et les affectations de la journée sont terminés, alors que les gens adoptent des routines du soir qui diffèrent radicalement des rapports commerciaux de l'ancien monde, imaginez la satisfaction qui vient de participer à une économie basée sur l'entraide plutôt que sur l'accumulation individuelle. Ce n'est pas un retour à un passé idéalisé, mais la création de quelque chose de nouveau. Une façon d'organiser la productivité humaine qui privilégie la survie et le bien-être collectif plutôt que la richesse ou le statut individuel. Mais même si les communautés apprennent à gérer les défis pratiques du travail et des échanges, même si elles développent de nouvelles formes de coopération économique qui soutiennent leur vie physique, des questions plus profondes surgissent sur le sens, le but et les dimensions spirituelles de l'existence dans un monde profondément modifié par la perte et l'incertitude. La survie économique peut maintenir les corps en vie, mais qu'est-ce qui nourrit l'âme quand tout ce qui est familier a été balayé? Imaginez-vous assis près d'un feu vacillant alors que le soir s'installe sur votre communauté transformée, entouré de personnes qui sont devenues votre famille d'adoption, à travers des épreuves partagées plutôt que par les liens du sang. Le travail quotidien est terminé, les besoins immédiats en nourriture et en abri ont été satisfaits du mieux possible, et maintenant l'esprit se tourne vers des questions auxquelles le commerce ne peut pas répondre et que les compétences pratiques ne peuvent pas résoudre. Imaginez, si vous le voulez, le silence particulier qui s'installe dans les communautés où les formes traditionnelles d'autorité spirituelle ont été perturbées ou détruites. Les grandes cathédrales, si elles tiennent encore debout, résonnent souvent de leur vide là où les congrégations se rassemblaient jadis. Les prêtres paroissiaux qui ont survécu à la peste se retrouvent à servir des communautés dispersées et transformées au-delà de toute reconnaissance. Les festivals religieux qui marquaient autrefois le rythme de l'année ont été interrompus par les rythmes plus pressants de la survie. Pourtant, dans ce désert spirituel apparent, quelque chose de remarquable commence à émerger. Imaginez Sarah, notre guide familière, se trouvant engagée dans des conversations sur le sens et le but de l'existence qu'elle n'aurait jamais imaginé dans sa vie d'avant, quand elle n'était qu'une fille de boulanger principalement préoccupée par les routines quotidiennes. La proximité de la mort, l'effondrement des certitudes anciennes et la nécessité de tout reconstruire à partir de principes de base ont créé un espace pour des questions et des perspectives que des temps plus stables n'auraient peut-être jamais permis. Les frontières traditionnelles entre différentes traditions spirituelles commencent à s'estomper d'une manière qui aurait pu sembler scandaleuse à des époques plus stables. Imaginez le prêtre errant que nous avons rencontré précédemment conduisant des prières qui incorporent des éléments de diverses traditions chrétiennes, tandis que le marchand étranger partage la sagesse de son propre contexte spirituel, et que des membres de la communauté qui se seraient autrefois considérés comme de simples personnes non instruites, offrent des perspectives acquises à travers leurs confrontations directes avec la perte, la survie et les mystères de l'existence. Considere como a presença imediata da morte, não como conceito teológico distante, mas como uma realidade cotidiana que levou amigos, familiares e vizinhos, transforma a compreensão espiritual. Imagine pessoas que antes frequentavam serviços religiosos por hábito ou obrigação social, agora envolvendo-se com questões de mortalidade, significado e transcendência com a urgência de quem sabe, por experiência própria, quão frágil a vida pode ser. O desenvolvimento de novas práticas espirituais surge organicamente das experiências compartilhadas pela comunidade. Imagine encontros noturnos que começam como discussões práticas sobre o trabalho do dia seguinte, mas gradualmente evoluem para algo semelhante a uma prece ou meditação. Pessoas compartilham memórias daqueles que perderam, não em serviços fúnebres formais, mas em conversas contínuas que ajudam a comunidade a processar o luto coletivo e encontrar maneiras de honrar os mortos enquanto cuidam dos vivos. As crianças, como frequentemente fazem, tornam-se catalisadoras da inovação espiritual.
Imagine jovens fazendo perguntas que os adultos podem ter medo de expressar. Por que a peste aconteceu? Para onde foi a avó quando morreu? Por que continuamos vivendo quando tantas pessoas que amamos já se foram? Essas perguntas inocentes forçam a comunidade a articular crenças e esperanças que de outra forma permaneceriam inexploradas. Os adultos se veem criando novas formas de educação espiritual, que combinam ensinamentos religiosos tradicionais com a sabedoria prática, adquirida ao sobreviver a uma catástrofe. Imagine Sarah ensinando uma criança a assar pão enquanto também fala sobre gratidão, sobre o mistério de como ingredientes simples podem se tornar alimento, sobre a importância de compartilhar o que temos com aqueles que têm menos. Não são lições separadas sobre culinária e moralidade, são ensinamentos integrados sobre como viver com significado em um mundo difícil. O papel da natureza na vida espiritual torna-se mais proeminente quando as instituições humanas se revelaram frágeis. Imagine membros da comunidade encontrando conforto e insights ao observar os ciclos das estações, a persistência de plantas e animais, a confiabilidade do nascer e pôr do sol. Mesmo quando as sociedades humanas foram interrompidas, o jardim que fornece alimento para a sobrevivência física também se torna um lugar de meditação sobre crescimento, morte, renovação e os misteriosos processos que sustentam a vida. A oração, para aqueles que a praticam, assume novas formas moldadas por necessidades e circunstâncias imediatas. Imagine não liturgias elaboradas realizadas por clérigos treinados, mas conversas simples e sinceras com o divino que emergem da experiência diária. Orações por comida suficiente para durar mais um dia, pela segurança dos membros da comunidade, que devem viajar para comercializar com outros assentamentos, por sabedoria para tomar decisões que afetam a sobrevivência de todos, por conforto diante de perdas que parecem grandes demais para suportar. A questão de se seu sofrimento tem significado torna-se um desafio espiritual central para a comunidade. Imagine pessoas lutando com a eterna questão de por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, não como um exercício teológico abstrato, mas como uma questão prática urgente. Alguns encontram significado na oportunidade de descobrir sua própria força e compaixão. Outros, na forma como circunstâncias extremas revelaram a profundidade das conexões humanas. Ainda outros, na possibilidade de que sua sobrevivência possa servir a um propósito maior que ainda não compreendem. O desenvolvimento de novos rituais ajuda a comunidade a marcar importantes transições e manter a conexão com algo maior do que a sobrevivência imediata. Imagine Sarah trabalhando com outros para criar cerimônias de boas-vindas a novos membros, de abençoar o trabalho que sustenta a comunidade, de marcar as estações e celebrar as pequenas vitórias que mantêm a esperança viva. Esses rituais não são elaborados ou formais, mas servem à necessidade humana essencial de dar significado e reconhecer coletivamente a importância da vida. Les pratiques spirituelles individuelles s'adaptent avec créativité aux nouvelles circonstances. Imaginez des personnes trouvant des moments de réflexion personnelle et de prière, tout en s'acquittant de travaux nécessaires, transformant les tâches routinières en occasions de méditation. Les mouvements répétitifs de moudre le grain, de raccommoder les vêtements ou d'entretenir le feu, deviennent des moments de contemplation sur les motifs et les desseins plus profonds de la vie. La présence de personnes issues de différents horizons spirituels crée des opportunités d'apprentissage et de croissance qui n'auraient jamais existé dans des communautés plus homogènes. Imaginez Sarah découvrant que les pratiques de gratitude et de pleine conscience du marchand étranger peuvent enrichir sa propre vie spirituelle, tandis que lui-même trouve que les concepts chrétiens de service et de sacrifice parlent à des valeurs qu'il portait déjà. Ces échanges n'exigent de personne d'abandonner ses croyances fondamentales, mais ils élargissent la compréhension de chacun sur les multiples façons dont les humains cherchent à se connecter au sacré. La question de maintenir l'espoir devient à la fois un défi pratique et spirituel. Imaginez les discussions communautaires sur la planification de l'avenir, se demandant s'il est sage d'espérer des temps meilleurs ou plus prudent de se concentrer sur la survie du moment présent. Certains trouvent de l'espoir dans les promesses religieuses de justice et de récompenses futures. D'autres dans les preuves de résilience humaine, dont ils sont témoins quotidiennement. D'autres encore dans la possibilité que leurs efforts pour construire une communauté meilleure puissent bénéficier à des générations qu'ils ne rencontreront jamais. La relation entre foi et doute devient plus honnête et complexe lorsque la croyance est mise à l'épreuve par des circonstances extrêmes. Imaginez des personnes admettant des peurs et des incertitudes qu'elles n'auraient jamais exprimées dans des cadres religieux plus conventionnels, tout en découvrant des formes de foi qu'elles ne soupçonnaient pas posséder. La communauté devient un lieu où le doute et la croyance peuvent coexister, où les questions sont accueillies plutôt que découragées, où la croissance spirituelle se mesure non pas à la correction doctrinale, mais à la compassion,
au courage et à l'engagement envers le bien commun. Alors que le feu du soir s'affaiblit et que les gens se préparent à dormir, imaginez le sentiment de paix qui peut émerger même dans des circonstances difficiles, lorsqu'une communauté a trouvé des moyens de répondre non seulement aux besoins physiques, mais aussi aux besoins spirituels. Demain apportera de nouveaux défis, de nouvelles questions sur la façon de vivre avec sens dans un monde transformé. Mais ce soir, entouré de personnes devenues des compagnons dans le voyage le plus profond de l'existence humaine, il existe une forme de contentement qui transcende les circonstances. La vie spirituelle qui émerge de cette communauté n'est pas un retour vers une forme antérieure de pratique religieuse, mais l'émergence de quelque chose de nouveau. Une façon de trouver du sens qui soit ancrée dans l'expérience vécue, renforcée par la diversité, et centrée sur l'expression pratique de l'amour et de la compassion dans la vie quotidienne. Mais à mesure que la communauté grandit en sagesse spirituelle et en résilience émotionnelle, à mesure que les gens apprennent à trouver du sens et un but même au milieu d'une incertitude continue, de nouveaux défis émergent qui mettront à l'épreuve tout ce qu'ils ont appris sur la survie, la coopération et la capacité de construire quelque chose de durable à partir des ruines de ce qui a été perdu. Mais voici quelque chose de remarquable qui va se dérouler sous vos yeux. Au fil des saisons et alors que votre communauté se stabilise en quelque chose qui ressemble à un établissement permanent, vous commencez à comprendre que la survie ne consiste pas seulement à traverser chaque jour, mais à développer les compétences et les connaissances qui soutiendront la vie à long terme. Imaginez-vous désormais non plus comme quelqu'un qui réagit simplement aux crises immédiates, mais comme une personne qui développe activement des compétences dans l'art de vivre qui serviront à vous et à vos voisins pendant des années. Imaginez-vous, si vous le voulez, debout dans ce qui est devenu votre jardin agrandi, alors que le printemps arrive pour la deuxième fois depuis la formation de votre communauté. Les plantations timides de cette première année désespérée vous ont appris des leçons sur le sol, le climat et le minutage délicat qui détermine si les graines deviennent subsistance ou déception. Vos mains, autrefois douces des temps plus faciles, portent maintenant les callosités qui témoignent de la vraie expertise pour faire naître la vie de la terre. Imaginez Sarah, notre fidèle guide à travers cette transformation, qui a évolué d'une boulangère dépendante du grain fourni par d'autres, en quelqu'un qui comprend l'intégralité du cycle, de la graine à la récolte jusqu'au pain. Elle a appris à lire les signes subtils qui indiquent quand le grain est prêt à être récolté, comment le battre et le vanner avec des outils forgés par les membres de la communauté, comment stocker le grain de manière à le protéger de l'humidité et des parasites durant les longs mois d'hiver. Mais considérez comment son apprentissage va au-delà des simples aspects techniques de la production alimentaire. Imaginez-la développant une compréhension intuitive des saisons, des modèles météorologiques et des relations complexes entre différentes cultures qui permettent aux communautés de maximiser leurs récoltes. Elle sait maintenant que certaines plantes enrichissent le sol pour d'autres plantes, que la rotation des cultures prévient l'épuisement qui vient de cultiver la même chose au même endroit année après année, que des cultures diversifiées offrent une protection contre les échecs de récolte qui pourraient dévaster une communauté dépendante de sources uniques de nutrition. Le concept de maîtrise prend un nouveau sens lorsqu'il est directement lié à la survie communautaire. Imaginez la profonde satisfaction que Sarah ressent en enseignant aux nouveaux venus les compétences qu'elle a développées, observant leurs premiers efforts maladroits se transformer graduellement en compétences. Il y a quelque chose de profond dans la connaissance qui a des bénéfices immédiats et visibles pour les personnes dont on se soucie. Son expertise n'est pas abstraite ou théorique, c'est la différence entre ses voisins mangeant bien ou souffrant de la faim. Considérez comment les rythmes saisonniers commencent à régir non seulement les activités agricoles, mais l'ensemble du flux de la vie communautaire. Imaginez comment différentes périodes de l'année exigent différents types d'expertise et de coopération. Le printemps apporte le travail intensif des semailles, nécessitant que tous coordonnent leurs efforts pour préparer le sol, sélectionner les semences et établir les jardins qui détermineront l'abondance automnale. L'été demande une attention constante aux cultures qui poussent, une gestion minutieuse des ressources en eau et une préparation pour la conservation et le stockage. La récolte automnale devient une célébration communautaire qui serait inimaginable pour des personnes qui achètent simplement leur nourriture en magasin. Imaginez la satisfaction profonde de rassembler les récoltes, qui représentent des mois de travail attentif, de voir les zones de stockage remplies de grains, de légumes et d'aliments conservés qui soutiendront chacun à travers les défis de l'hiver. Ce n'est pas seulement un accomplissement pratique, c'est une expérience spirituelle de participation aux cycles anciens qui ont soutenu la vie humaine depuis le début de l'agriculture. Mais imaginez aussi comment l'hiver se transforme d'une saison à endurer en un moment de productivité différente. Les mois où le travail agricole extérieur est impossible deviennent des opportunités de fabriquer des outils, de réparer l'équipement, de planifier les améliorations de l'année suivante et de transmettre des connaissances aux jeunes membres de la communauté.
Sarah pourrait passer les soirées d'hiver à enseigner aux enfants non seulement comment faire du pain, mais aussi comment calculer les proportions, comment adapter les recettes selon les ingrédients disponibles, comment résoudre les innombrables petits problèmes qui peuvent transformer un succès potentiel en échec décevant. Le développement de compétences spécialisées crée un réseau d'interdépendance à la fois pratique et profondément satisfaisant. Imaginez comment l'expertise de Sarah en panification se connecte au meunier qui moude le grain, au cultivateur de blé, au charpentier qui construit et entretient les fours, au potier qui façonne les récipients nécessaires au stockage et à la préparation. La maîtrise de chaque personne contribue au bien-être de tous, créant un sentiment d'accomplissement communautaire qui transcende la réussite individuelle. Considérez comment la définition de la richesse a complètement changé pour ses survivants. Imaginez la fierté de Sarah non pas dans des possessions accumulées, mais dans la compréhension sophistiquée qu'elle a développée de son métier et de sa place dans la survie de la communauté. Sa richesse réside dans des connaissances qu'on ne peut lui voler, des compétences qui s'affinent avec la pratique, et des relations avec des personnes qui dépendent de son expertise, tout en lui apportant en retour leur propre savoir spécialisé. Le processus de développement des compétences devient une forme de méditation et de découverte de soi. Imaginez Sarah découvrant que la patience nécessaire pour bien faire du pain lui a enseigné la patience dans d'autres domaines de la vie, que l'attention aux détails requise pour une cuisson réussie a développé sa capacité à percevoir et réagir aux changements subtils dans la dynamique communautaire, que le rythme de la préparation quotidienne du pain est devenu une source de stabilité et de réconfort dans un monde autrement incertain. Mais la maîtrise dans ce contexte n'est pas seulement une réalisation individuelle, c'est le renforcement des capacités communautaires. Imaginez Sarah travaillant avec d'autres pour établir des systèmes de secours qui garantissent que les connaissances essentielles ne se perdent pas si quelque chose arrive à une seule personne. Elle transmet les secrets de la panification à plusieurs personnes, tout en apprenant les bases d'autres métiers auprès de membres de la communauté dont l'expertise principale se situe dans différents domaines. L'intégration de plusieurs compétences devient une stratégie de survie qui aurait été inutile à des époques plus spécialisées. Imaginez Sarah devenue compétente non seulement en panification, mais aussi en menuiserie de base, pour entretenir ses fours et son espace de travail, en identification des plantes, pour trouver des ingrédients et du combustible sauvage, en soins médicaux de base, pour traiter les brûlures et les coupures mineures liées à son travail, et en pédagogie, pour transmettre ses connaissances aux autres. Considérez comment la communauté développe des systèmes pour reconnaître et récompenser l'expertise au-delà du simple échange économique. Imaginez des célébrations qui honorent les personnes ayant atteint de nouveaux niveaux de compétences, des relations de mentorat formelles et informelles qui relient des artisans expérimentés à des apprenants enthousiastes, et des traditions de narration qui préservent non seulement les connaissances techniques, mais aussi la sagesse qui vient d'années de pratique et d'observation. Le concept d'innovation prend une nouvelle urgence quand l'amélioration peut signifier la différence entre la prospérité et la difficulté pour tous. Imaginez Sarah expérimentant de nouvelles techniques, différentes combinaisons d'ingrédients et des outils améliorés, mais le faisant de manière soigneuse et systématique pour que les échecs ne gaspillent pas de précieuses ressources. Ces innovations ne relèvent pas simplement de la curiosité personnelle. Il s'agit d'une recherche et développement communautaire, visant à améliorer la vie de tous. Le développement des compétences d'enseignement devient aussi important que les métiers enseignés. Imaginez Sarah apprenant à décomposer des processus complexes en étapes gérables, à identifier les erreurs les plus courantes des débutants, à créer des expériences d'apprentissage qui construisent la confiance tout en développant la compétence. Sa capacité à transmettre efficacement les connaissances multiplie sa valeur pour la communauté bien au-delà de ce que son travail individuel pourrait accomplir. Les avantages psychologiques de la maîtrise deviennent apparents de manière qui n'aurait peut-être pas été visible à des époques plus prospères. Imaginez la confiance et le sentiment d'utilité qui naissent de savoir que vous possédez des compétences réellement nécessaires, que votre travail fait une vraie différence dans la vie des gens, que vous construisez quelque chose de précieux plutôt que d'accomplir simplement des tâches pour gagner de l'argent et acheter ce que d'autres ont fabriqué. La planification à long terme devient possible lorsque les communautés développent une expertise fiable dans des compétences essentielles. Imaginez Sarah travaillant avec d'autres pour planifier non seulement la production de pain de l'année prochaine, mais aussi l'amélioration des installations, des programmes de formation pour de nouveaux boulangers, et des innovations qui pourraient augmenter l'efficacité ou améliorer la qualité au cours de plusieurs saisons de croissance. La communauté peut prendre des engagements et des investissements qui vont au-delà de la survie immédiate, parce qu'elle a confiance en ses capacités collectives. Imaginez la fierté de Sarah en atteignant de nouveaux niveaux de compétences dans la boulangerie, sachant que sa croissance personnelle se traduit directement par une meilleure nutrition, une sécurité alimentaire accrue
et une plus grande résilience pour tous ceux qui lui tiennent à cœur. Sa maîtrise individuelle et son service communautaire ne sont pas des objectifs séparés. Ils constituent la même aspiration exprimée à travers un travail habile et attentionné. Quand la nuit tombe et que Sarah réfléchit à une autre journée de travail productif qui a contribué aux réserves alimentaires, aux connaissances et aux capacités de la communauté, imaginez la profonde satisfaction qui vient du fait de vivre une vie où développement personnel et contribution sociale sont parfaitement alignés. Demain apportera de nouvelles opportunités d'affiner les compétences, d'enseigner aux autres et de continuer à construire la base de compétences qui soutiendra la communauté à travers tous les défis qui pourraient surgir à l'avenir. C'est la maîtrise non pas comme une conquête individuelle isolée de son contexte, mais comme la forme la plus profonde de service aux personnes et aux lieux qui sont devenus foyers. Et cela pointe vers quelque chose de plus grand encore. La possibilité que ces compétences et perspectives durement acquises puissent contribuer à une renaissance plus large de la capacité et de la sagesse humaine qui s'étend bien au-delà de toute communauté unique. Mais à mesure que votre communauté développe sa maîtrise pratique et atteint une sorte de stabilité fonctionnelle, à mesure que les gens deviennent habiles dans les arts de la survie et de la coopération, une transformation plus profonde commence à émerger. Imaginez-vous non seulement comme quelqu'un qui a appris à survivre dans un monde transformé, mais comme un participant de quelque chose de plus grand, la récupération graduelle et le renouveau de la civilisation humaine elle-même, construite maintenant sur des fondations plus solides et durables que celles qui l'ont précédée. Imaginez, si vous voulez, la profonde satisfaction de planter des graines dans un sol enrichi par des années de culture attentive. Chaque pousse verte une promesse que l'avenir sera plus abondant que le passé. Imaginez, si vous voulez, être sur une colline en observant la vallée où votre communauté a pris racine, voyant la fumée s'élever de dizaines de cheminées, observant des champs bien entretenus s'étendant jusqu'à l'horizon, voyant les chemins usés par les voyages réguliers entre votre établissement et d'autres qui ont émergé de manière similaire du chaos des années de peste. Ce que vous voyez n'est pas seulement une récupération. C'est la naissance de nouvelles formes d'organisation humaine basées sur les leçons apprises à travers la survie et les difficultés. Imaginez Sarah, maintenant reconnue non seulement comme une boulangère habile, mais comme une des aînées de la communauté dont la sagesse aide à guider les décisions importantes, alors qu'elle participe à des conversations avec des visiteurs d'autres établissements. Ce ne sont pas des rencontres fortuites avec des réfugiés désespérés, mais des échanges délibérés entre des communautés qui ont atteint une stabilité suffisante pour penser au-delà de la survie immédiate. Ils partagent des connaissances, échangent des biens spécialisés, et commencent à tisser des réseaux, qui finiront par connecter les établissements dispersés en modèles plus larges de coopération et de prospérité. Considérez comment les valeurs développées pendant les temps les plus difficiles sont devenues la base de ce nouveau monde émergent. L'accent mis sur la justice, les habitudes de partager les ressources selon les besoins plutôt que d'accumuler la richesse, le profond respect pour la connaissance pratique et la contribution communautaire, ce ne sont pas seulement des stratégies de survie qui seront abandonnées quand l'abondance reviendra. Ils sont devenus des principes culturels qui façonnent la façon dont ces nouvelles sociétés s'organisent et traitent leurs membres. Les histoires que les communautés racontent sur leurs origines pendant les années de peste servent une fonction similaire aux mythes fondateurs des civilisations anciennes. Imaginez Sarah partageant avec les enfants et les nouveaux arrivants les histoires de ses premières saisons désespérées, quand la survie dépendait d'une coopération sans précédent, quand les barrières sociales traditionnelles se sont dissoutes face aux besoins partagés, quand les gens ont découvert des réserves de courage et de compassion qu'ils ne savaient jamais posséder. Ces histoires ne sont pas seulement du divertissement. Elles sont l'ADN culturel qui influencera la façon dont les générations futures comprennent leurs obligations les unes envers les autres. Imaginez le développement graduel de nouvelles institutions qui reflètent les leçons apprises pendant les années de reconstruction. Les conseils qui prennent les décisions communautaires fonctionnent par consensus, plutôt que par autorité héritée. Les systèmes de gestion des ressources partagées privilégient la durabilité et la justice plutôt que l'extraction maximale. Les approches éducatives qui transmettent les connaissances aux enfants mettent l'accent tant sur les compétences pratiques que sur les valeurs de soutien mutuel qui ont permis la survie quand tout semblait perdu. Mais considérez aussi comment la mémoire de la perte et de la vulnérabilité crée une relation différente avec l'abondance quand la prospérité commence à revenir. Imaginez la communauté de Sarah, à mesure que ses récoltes s'améliorent et que sa sécurité alimentaire augmente, ne se précipitant pas pour accumuler la richesse individuelle, mais continuant à maintenir les stocks communautaires qui ont assuré la survie de tous pendant les temps plus difficiles. La peur de la pénurie ne disparaît jamais complètement, mais elle se manifeste comme une préparation prudente et une résilience communautaire, plutôt que comme une accumulation individuelle. Les réseaux qui se forment entre les communautés récupérées
créer de nouvelles opportunités de spécialisation et de commerce, mais basées sur des principes appris pendant les années où la confiance était une question de survie. Imaginez des échanges entre communautés qui privilégient la justice et la construction de relations durables, plutôt que la maximisation du profit à court terme. Les communautés qui ont appris à dépendre les unes des autres pour survivre comprennent que l'exploitation des partenaires commerciaux est, en fin de compte, autodestructrice. L'approche de la technologie et de l'innovation reflète les valeurs de société construites par des gens qui comprennent le lien entre le bien-être humain et la capacité pratique. Imaginez des développements dans l'agriculture, l'artisanat et l'organisation communautaire qui mettent l'accent sur la durabilité, l'accessibilité et le bénéfice communautaire, plutôt que sur la seule efficacité ou l'avantage individuel. Ce qui suit montrera exactement pourquoi ces communautés sont devenues le fondement de la plus grande renaissance de l'humanité. Les innovations qui émergent ne sont pas seulement des solutions intelligentes à des problèmes techniques, elles sont l'expression de valeurs sociales sur la façon dont les humains doivent vivre ensemble. Les enfants qui grandissent dans ces communautés reconstruites développent des présupposés différents sur les relations sociales normales, comparés à ceux qui ont connu les anciennes hiérarchies et inégalités du monde. Imaginez des jeunes qui tiennent pour acquis que tous dans une communauté méritent nourriture, abri et travail significatif, qui supposent que les décisions affectant tout le monde doivent impliquer tout le monde, qui voient la coopération et l'entraide non pas comme une générosité exceptionnelle, mais comme du bon sens évident. Les dimensions spirituelles de ce processus de récupération créent de nouvelles formes de sens et de célébration qui honorent à la fois la perte et le renouveau. Imaginez des festivals qui célèbrent non seulement les fêtes religieuses traditionnelles, mais l'histoire même de la survie et de la reconstruction de la communauté. Des rituels qui honorent ceux qui sont morts pendant les années de peste, tout en célébrant la vie et la croissance que leur sacrifice a rendu possible. Des pratiques spirituelles qui mettent l'accent sur la gratitude envers la communauté, la productivité de la terre, les capacités humaines qui ont permis la survie contre toute attente. L'intégration de différentes traditions culturelles, qui a commencé comme une nécessité pratique, lorsque des personnes déplacées devaient coopérer pour survivre, évolue vers de nouvelles et riches formes d'art, de musique et de célébration. Imaginez la communauté de Sarah accueillant des visiteurs avec des festivals qui mélangent les traditions des divers horizons des membres de la communauté, créant de nouvelles formes d'expression culturelle qui n'auraient pas été possibles en des temps plus homogènes. Le développement de systèmes de préservation et de transmission des connaissances reflète la leçon durement apprise que la sagesse essentielle ne doit pas être perdue pour les catastrophes futures. Imaginez des bibliothèques et des écoles qui mettent l'accent non seulement sur l'apprentissage abstrait, mais sur les compétences pratiques et les valeurs communautaires qui ont permis la survie et la récupération. Des approches éducatives qui garantissent que chaque membre de la communauté ait à la fois une expertise spécialisée et une compétence de base dans l'ensemble complet des compétences nécessaires à la résilience communautaire. La relation avec l'environnement naturel reflète la connexion intime entre le bien-être humain et la santé écologique qui est devenue évidente lorsque les communautés ont dû dépendre entièrement des ressources locales. Imaginez des pratiques de gestion de la terre qui privilégient la productivité à long terme plutôt que l'extraction à court terme, des méthodes agricoles qui améliorent plutôt qu'épuisent le sol, et des modèles d'établissement qui travaillent avec, et non contre, les systèmes naturels. À mesure que les réseaux commerciaux s'étendent et que la prospérité augmente, la tentation d'abandonner les leçons des années difficiles crée des défis et des opportunités continues de croissance morale. Imaginez Sarah et d'autres dirigeants communautaires ayant des discussions sur comment maintenir leurs valeurs à mesure que leurs circonstances s'améliorent, comment accueillir de nouveaux membres sans perdre la cohésion sociale qui a permis leur succès, comment s'engager avec des communautés qui peuvent ne pas partager leur engagement envers l'égalité et la coopération. Le processus de récupération révèle à quel point les années de peste, malgré toute la tragédie, ont créé des opportunités de développement humain qui n'auraient peut-être pas émergé dans des circonstances plus confortables. Imaginez des gens qui ont découvert des compétences de leadership qu'ils ne savaient jamais posséder, qui ont développé des compétences qu'ils n'auraient jamais apprises en des temps plus spécialisés, qui ont formé des relations à travers des frontières sociales que les ères précédentes n'auraient jamais permises. Le nouveau monde émergent n'est pas un retour à ce qui existait avant la peste, mais quelque chose de sans précédent, des sociétés humaines construites consciemment sur des principes de coopération, de durabilité et de bien-être partagé, fondées par des gens qui comprennent par expérience directe à la fois la fragilité de la civilisation et la remarquable capacité humaine de résilience et de soins mutuels. Quand Sarah regarde sa communauté prospère par une nuit paisible, entourée de gens qui sont devenus famille à travers la lutte et la conquête partagée,
Elle comprend qu'ils vivent la réponse à d'innombrables prières murmurées par ceux qui ont souffert dans les heures les plus sombres de l'humanité. Imaginez, si vous le pouvez, ce moment de reconnaissance profonde, la lueur chaude de la lumière des bougies se reflétant dans ses yeux, tandis qu'elle réalise que des cendres de l'ancien monde, ils n'ont pas seulement survécu, ils ont créé quelque chose de meilleur que ce qui a été perdu. Et peut-être que cette prise de conscience pointe vers la leçon finale et la plus profonde de ce long voyage. Que même les chapitres les plus sombres de l'histoire humaine peuvent devenir le fondement de la Renaissance, du renouveau et de la création de façons de vivre ensemble plus justes et durables sur cette terre que nous partageons tous. Imaginez-vous vous réveiller lentement du sommeil le plus profond et le plus réparateur que vous ayez vécu depuis des mois. La lumière qui filtre à travers votre fenêtre n'est pas l'éclat agressif des ampoules fluorescentes ou la lueur froide des écrans électroniques, mais une douce lumière solaire qui a voyagé 93 millions de kilomètres pour réchauffer votre visage avec la même énergie qui a soutenu la vie à travers chaque ère de l'histoire humaine, y compris cet hiver si sombre de 1351 que nous venons de traverser ensemble. Sentez le poids de vos couvertures, douces et chaudes, tissées par des machines qui auraient semblé pure magie aux yeux médiévaux. Imaginez Sarah, notre courageuse boulangère, luttant durant ces nuits d'hiver avec de la laine rêche qui gratte sa peau, des pierres froides sous son matelas de paille, un feu qui nécessitait une attention constante pour tenir à distance le froid mortel. Ressentez maintenant le miracle de la chaleur contrôlée par un thermostat qui vous entoure, une protection contre l'étreinte glaciale de l'hiver, qui ne demande pas plus d'effort que le doux ajustement d'un bouton. Passez vos mains sur le coton lisse de vos draps, un tissu si fin que la noblesse médiévale aurait pu échanger des fortunes pour sa douceur. Imaginez le lin grossier et la laine rugueuse qui passaient pour du luxe dans ce monde lointain, alors que vous reposez enveloppé de confort qui dépasse tout ce que les rois et reines d'autrefois auraient pu imaginer. Le nombre de fils de votre tête d'oreiller représente un niveau d'artisanat qui aurait demandé des mois aux artisans médiévaux, et pourtant, il est si courant dans votre monde que vous n'y prêtez probablement jamais attention. Écoutez le silence autour de vous. Non pas le silence sinistre des villages abandonnés et des champs vides, mais le calme paisible de la sécurité et de l'abondance. Pas de cloches d'église sonnant sans fin pour les morts, pas de cris lointains de deuil de voisins qui ont tout perdu, pas de grattement de doigts désespérés contre des portes cherchant de l'aide qui ne peut être donnée. À la place, peut-être le bourdonnement doux de votre réfrigérateur, cette boîte miraculeuse qui préserve la nourriture avec une fiabilité qui aurait sauvé des millions de vies en 1351. Imaginez-vous en train de saisir le simple verre d'eau sur votre table de chevet, propre et pur, disponible instantanément sans réflexion ni effort. Pensez aux heures que Sarah a passées à rationner soigneusement des gouttes précieuses, aux préparatifs élaborés nécessaires pour s'assurer que l'eau était potable, à l'inquiétude constante de voir les sources se contaminer ou simplement tarir. Votre gorgée insouciante représente un miracle d'ingénierie, d'infrastructure et de coopération communautaire qui apporte de l'eau potable saine de sources lointaines, directement jusqu'à votre table de chevet. L'hiver qui menaçait de faire disparaître des communautés entières ne nécessite maintenant que l'ajustement d'un thermostat. Les infections qui signifiaient autrefois une mort certaine sont vaincues par des médicaments que nous gardons nonchalamment dans nos armoires à pharmacie. L'isolement qui poussait les gens à la folie durant ces mois sombres est brisé par des appareils qui nous connectent instantanément à nos proches, où qu'ils soient dans le monde. Imaginez Jean, le forgeron dont les mains calleuses ont souffert à travers chaque nuit glaciale. Il aurait regardé avec émerveillement la simple abondance de votre cuisine, où des outils plus tranchants que sa meilleure lame sont rangés dans des tiroirs, où la chaleur apparaît instantanément au toucher d'un bouton, où la lumière repousse l'obscurité sans la moindre réflexion ni préparation. Même dans nos moments les plus difficiles aujourd'hui, nous sommes entourés de confort qui auraient semblé magiques à ceux qui nous ont précédés. Le livre à côté de votre lit contient plus d'histoires qu'un village médiéval n'en aurait entendu de toute sa vie. L'appareil dans votre poche contient plus de connaissances que les plus grandes bibliothèques du monde ancien. Le simple fait que vous puissiez écouter ces mots, transmis à travers le temps et l'espace, représente un type de communication qui aurait été considéré comme surnaturel il n'y a que quelques générations. Alors que vous respirez profondément maintenant, sentant votre corps se détendre dans ce moment de confort profond, rappelez-vous que l'esprit humain qui a soutenu nos ancêtres à travers leurs pires épreuves vit en nous. Mais maintenant, au lieu de simplement survivre, nous avons le privilège extraordinaire de prospérer. La même résilience qui a aidé les gens à endurer le froid mordant et les récoltes maigres nous permet maintenant de construire, de créer, de rêver, à des échelles inimaginables pour les générations précédentes. L'esprit communautaire qui se rassemblait autrefois autour de foyers communs pour affronter les saisons les plus dures a évolué en un réseau mondial de connexion et de soutien.
L'espoir qui a soutenu les gens à travers des mois d'obscurité est maintenant illuminé par les lumières littérales qui nous entourent, par la conscience que l'aube ne vient pas seulement avec le soleil, mais avec chaque choix que nous faisons pour apprécier l'abondance de nos vies. Prenez un moment pour vraiment ressentir cette gratitude qui s'installe sur vous comme la couverture la plus chaude. Les histoires que nous avons partagées ce soir ne sont pas que des récits du passé. Ce sont des rappels du chemin parcouru, de ce que nous avons gagné, de la richesse que nos vies sont devenues. Chaque commodité, chaque confort, chaque moment de facilité représente des générations d'ingéniosité humaine, de persévérance et d'espoir. Le courage qui a poussé nos ancêtres à affronter un autre jour malgré des difficultés insurmontables est le même courage qui nous permet de faire face à nos propres défis, avec perspective et grâce. L'amour qui a uni les familles, dans des temps de pénurie, est le même amour qui nous entoure maintenant, amplifié par la capacité de l'exprimer librement, de le partager largement, de le nourrir sans la peur constante de la survie. Alors que vous vous préparez à vous endormir paisiblement, entouré de confort que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer, portez avec vous cette profonde appréciation de l'extraordinaire ordinaire de votre vie. La sécurité qui vous enveloppe, l'abondance qui vous soutient, les connexions qui vous enrichissent, ce ne sont pas des accidents. Ce sont les dons accumulés de générations innombrables qui ont persévéré dans l'obscurité afin que vous puissiez vous reposer dans la lumière. Et peut-être, cher auditeur, en cheminant avec moi à travers l'hiver le plus sombre de l'humanité, avez-vous découvert quelque chose de profond sur votre propre capacité de résilience? Le même esprit inébranlable qui a soutenu Sarah, Thomas et tant d'autres pendant l'année 1351 coule également dans vos veines. Lorsque vous faites face à vos propres défis, qu'ils paraissent aussi écrasants qu'une peste médiévale ou aussi anodins qu'une journée difficile, souvenez-vous du courage dont vous avez été témoin ce soir. Que cette gratitude soit votre dernière pensée ce soir, lorsque vous fermerez les yeux. Vous êtes la réponse à d'innombrables prières murmurées par ceux qui vous ont précédés. Vous vivez dans le un jour qui les a soutenus pendant leurs heures les plus difficiles. Votre repos confortable est le rêve qui les a aidés à supporter leurs nuits sans sommeil. Alors que vous vous installez dans votre coin douillet du présent, considérez comment ce voyage à travers l'année 1351 pourrait éclairer votre propre chemin. Peut-être que demain, lorsque de petits désagréments surviendront, vous vous souviendrez de la dignité silencieuse de Sarah rationnant les grains précieux. Quand les relations semblent tendues, vous pourriez vous rappeler comment des étrangers sont devenus une famille, à travers l'adversité partagée. Quand l'avenir semble incertain, vous pourriez puiser votre force dans des communautés qui ont reconstruit non seulement leur vie, mais des civilisations entières à partir des cendres. Et dans cette profonde reconnaissance, dans cette prise de conscience de combien nous sommes bénis, puissiez-vous trouver la paix la plus profonde. Car vous ne survivez pas simplement à l'hiver de la vie, vous vous épanouissez dans un printemps éternel de possibilités, de réconfort et d'espoir. Reposez-vous bien, cher auditeur. Demain apportera une autre journée de miracles ordinaires extraordinaires. Une autre chance d'apprécier le don remarquable de cette vie moderne que nous prenons si souvent pour acquis. Mais ce soir, reposez simplement dans la gratitude, sachant que vous vivez mieux que les rois et reines d'autrefois n'auraient jamais pu le rêver.